À chacun. Ah, du coup, j'ai mon président de la majorité qui s'en va. Voilà. Chercher une poubelle. Les conseillers, mes chers collègues, la séance du conseil municipal est ouverte. Nous allons, comme d'habitude, procéder à la désignation d'un secrétaire de séance et je vous proposerai, comme d'habitude, notre Benjamine du conseil, Madame Mélissa Varchezaz. Si vous voulez bien procéder à l'appel des noms, je vous remercie. Madame Agnès Potier-Dumas. Présente. Monsieur David Tabier-Weiss. Présente. Madame Sophie Deschamps. Présente. Monsieur Bertrand Gaborio. Présente. Madame Laurence Bourdet-Matisse. Présente. Monsieur Jean-Yves Cavallini. Présente. Madame Isabelle Coville. Monsieur Philippe Launay. Présente. Madame Olivia Zera-Bugaski. Monsieur Frédéric Robert. Madame Eva Haddad. Monsieur Stéphane Descreps. Présent. Madame Elsa Gély. Monsieur Christian Mortel. Présent. Madame Sophie Élisian. Monsieur Jérôme Karkulowski. Présent. Madame Martine Rouchon. Présent. Monsieur Giovanni Bueno, excusé, représenté par Madame Haddad. Madame Marie Combel. Présent. Madame Constance Brault, excusée, représentée par Monsieur Poumet. Monsieur Bruno Fellous, excusé, représenté par Monsieur Sanogo. Monsieur Jacques Poumet. Présent. Monsieur Marley Makindou-Tangou. Présent. Monsieur Léopold Claude Sanogo. Retardé. Madame Mélissa Varchezaz présente. Monsieur Eddy Garot. Monsieur Julien Denègre. Madame Valérie Fournier. Monsieur Sacha Giffa. Alors, Monsieur Sanogo vient d'arriver. Monsieur Giffa, retardé. Ok, retardé. Madame Amélie Stalens, excusée, représentée par Madame Combel. Monsieur Aubin Leduc. Monsieur Yvon Levesque. Madame Hélène Courade. Monsieur Stéphane Geffrier. Madame Maroussia Hermeneux, excusée, représentée par Monsieur Geffrier. Madame Frédéric Collet. Madame Catherine Vaudevire. Monsieur Christophe Carle. Madame Françoise Cyr. Monsieur Jean-Baptiste Cavallini. Madame Charlotte Audan. Okay. Monsieur Sacha Alphen. Monsieur Nourdine Gandou. Madame Déborah Copagnac. Madame Pascale Fondeur. Monsieur Lias Messatfa. Monsieur Baptiste Nouguier. Madame Aurélie Trottin. Monsieur Stéphane Chabaille. Je vous remercie. Le quorum étant atteint, nous pouvons donc délibérer. Et nous commençons avec l'approbation du procès-verbal de notre dernière séance du conseil municipal du 29 septembre, dont tout le monde a pu prendre connaissance. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques, des demandes d'ajout ou de modification? Il n'y en a pas. Je mets aux voix qui est pour l'adoption. Avis contraire, abstention, il n'y en a pas. Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Dans le compte-rendu des décisions municipales dont vous avez également pu prendre connaissance, plusieurs décisions que je voudrais porter à votre connaissance. Tout d'abord, nous avançons sur notre acquisition de la parcelle située au 21 rue de la Gare, qui est désormais propriété de la ville de Levallois, ça y est, depuis la mi-septembre, parcelle que nous avons préemptée, souvenez-vous, afin d'étendre le square de la Gare, dont la surface sera donc multipliée par 2, préemptée au prix des domaines 1 048 000 €. Et donc nous demandons une subvention au titre du plan vert géré par Île-de-France Nature, une demande de subvention d'un montant maximal de 350 000 €. Voilà, au titre du plan vert. Donc ça c'est bien, c'est un projet sur lequel nous avançons. Nous avons également une décision municipale pour la souscription d'un prêt, ça grésille un peu, de 7 millions d'euros auprès de la Banque Postale pour le financement d'opérations d'investissement. Et donc ce prêt est en intégralité fléché sur la rénovation du groupe scolaire de France. Le micro fait des scènes. Est-ce que vous voulez que je change avec celui de mon voisin ou est-ce qu'on va y arriver comme ça? On va essayer de continuer comme ça. Ouais, ça me fait une voix de robot très bizarre. Ouais. Tiens, Stéphane, tu veux bien me donner le tien? On échange. Est-ce que c'est mieux? Ah oui, très bien. Donc, la décision municipale sur ce prêt de 7 millions d'euros souscrit
auprès de la Banque Postale est fléchée en totalité sur la rénovation du groupe scolaire Anatole France, qui elle aussi avance. Nous avons d'ailleurs été primés et récompensés par la Banque Postale sur ce projet-là, qui a vu un projet à la vocation à la fois sociale, très respectueuse de l'environnement, etc. Donc nous sommes allés chercher ce prix au Salon des maires avec l'équipe des finances et du développement durable, ce qui était une très bonne chose. Nous continuons aussi les placements, souvenez-vous, les placements sur des comptes à terme, qui est quelque chose qui est prévu depuis la loi de finances de 2004, que la ville de Levallois n'avait jamais fait auparavant et que nous faisons depuis 3 ans maintenant, Madame Chauvin, voilà, 3 ans. Il y a des comptes à terme qui sont arrivés à échéance. Et nous reprenons donc ici 7,5 millions, un peu plus loin 10 millions dans une autre décision municipale. Ce sont donc 17,5 millions d'euros que nous replaçons sur des comptes à terme avec des rendements attendus pour 360 000 euros d'intérêt que nous percevrons d'ici 1 an, puisque c'est des comptes à terme de 12 mois. Voilà, petite modification aussi qui viendra faciliter le quotidien des Levalloisiens. Maintenant, pour les réservations des salles municipales, les Levalloisiens pourront payer par carte bancaire. Ce n'était toujours pas le cas. C'est désormais possible et c'est très bien. Voilà ce que je peux vous dire sur les décisions municipales. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous souhaitiez aborder? Non. Très bien. Le conseil municipal prend donc acte de cette présentation et nous allons rentrer dans le vif du sujet de ce conseil municipal avec 2 rapports sur la situation d'abord en matière de développement durable et ensuite en matière d'égalité femmes-hommes. Madame Coville, je vous laisse la parole pour présenter ce rapport d'aider élaboré avec les services du développement durable bien sûr, mais aussi avec la participation de tous les services de la ville. Allez-y, Madame Coville. Je crois que c'est bon. Oui. Merci, Madame le maire. Effectivement, la particularité de ce rapport 2025, c'est la labellisation territoire engagé pour la transition écologique. Et nous avons été labellisés 3 étoiles, ce qui représente une jolie performance pour une première demande de labellisation. Et cette labellisation a été officialisée au Salon des maires par l'ADEME. Je précise simplement en passant qu'il n'y a que 3 villes de POLD qui sont labellisées 3 étoiles. Nous sommes donc la 3e ville. À ma connaissance, c'est Rueil, Suresnes et Levallois, ce qui confirme que Levallois n'est pas en retard en matière de mise en place de toutes les actions de développement durable. 2 petits mots sur cette labellisation. Ça veut simplement dire que par rapport au référentiel du label TET, j'appelle TET pour simplifier, c'est Territoire engagé, transition écologique, par rapport au référentiel, ça veut dire que nous réalisons plus de 50%, très exactement 56% de nos actions sont réalisées par rapport à ce référentiel, ce qui nous permet d'être 3 étoiles. Et de plus, nous avons prévu une augmentation de 10% à échéance de ce label, puisque je rappelle, ce label sera, tous les ans, nous serons audités pour pouvoir faire un audit de l'avancée de nos actions sur ce sujet. 3 exemples d'actions qui ont été mis en place dans le cadre de cette labellisation et qui ont retenu l'attention de l'auditeur. On a passé une demi-journée complète avec un auditeur de l'ADEME. Et ils ont souligné la généralisation de la collecte des biodéchets, qui était particulièrement importante pour eux. Je rappelle qu'on a fait une expérimentation qui a très bien marché. Nous avons maintenant déployé 12 points d'apport volontaires dans la ville, que nous pouvons nous réjouir de 2200 dépôts mensuels, 1,5 tonnes de biodéchets collectés par semaine et une très bonne qualité de tri. L'avantage d'avoir des bornes avec des badges, je dis ça parce qu'en commission, je crois que la question a été posée, l'intérêt d'avoir des badges, c'est que ça nous permet de mieux évaluer le nombre de participants et de savoir si les PAV sont bien disposés, et ça nous permet d'avoir finalement une politique plus astucieuse. Imaginez que dans un endroit ça ne marche pas, on est capable du coup de pouvoir les changer, alors que si on ne met pas ce badge, on ne peut pas le faire. Plus je rajoute que c'est évidemment une bien meilleure qualité de tri, puisque les gens qui participent à cette opération sont particulièrement avertis sur ce qu'ils peuvent faire. Le deuxième élément qui était important pour eux, c'est le prêt à impact PACT.
Alors là, je laisserai peut-être éventuellement mon collègue des finances se réjouir de cela, ainsi que la directrice des finances, mais ça veut simplement dire que nous en sommes à 3 bonifications successives. J'ai l'impression que ça résonne, je peux parler un peu moins fort si vous voulez. 3 bonifications successives, et grâce à ça, le taux a été réduit à 0,68%. C'est une jolie performance. Ça veut simplement dire qu'en fait, on est sur une trajectoire de continuité, ce qui reste le plus important pour nous. Et le dernier point, deux petits points qui ont attiré leur attention, c'est l'optimisation des aires de livraison. Grâce à de l'intelligence artificielle, donc à Levallois, on s'est innové aussi et mettre en place de l'intelligence artificielle ciblée et cernée qui était sur les aires de livraison, qui nous ont permis de beaucoup améliorer le stationnement des livraisons et de permettre d'avoir moins de double fil, un flux de circulation plus vertueux, et puis surtout de pouvoir commencer à organiser le système des livraisons. Le dernier point sur lequel ils ont insisté, c'est le CESEL. Je le rappelle parce que c'est important. Ils ont simplement remarqué que la ville de Levallois avait une vraie vie de démocratie participative. Je reviendrai sur 1 ou 2 chiffres significatifs. Ils ont une vraie vie avec les rapports qui sont publiés par le CESEL. Je rappelle qu'il y a 3 commissions dans le cadre du CESEL et qu'il y en a une dédiée à l'environnement, mais il y en a une aussi sur le social et l'économique. Tout ça rentre finalement dans le développement du développement durable. Alors pour tous ceux que ça intéresse, je m'arrêterai là pour la description de ce label, mais c'était un événement important. Je rappelle que c'était le signe que les actions transversales, tous les services étaient sollicités pour obtenir ce label. Et c'est vraiment un effort collectif totalement justifié. Je dois dire que c'est, à la limite, je dirais, on le mérite, ces 3 étoiles. Voilà. Et en tout cas, merci à tous les services qui ont beaucoup travaillé sous la houlette du développement durable, qui ont beaucoup travaillé à la réalisation de ce document. Le plan d'action... Si je puis me permettre, Madame Coville, c'est pour compléter ce que vous avez dit, qui est tout à fait pertinent, c'est des labels qui ne sont absolument pas obligatoires, c'est-à-dire rien ne nous oblige d'intégrer ce type de démarche, nous le faisons volontairement. C'était une critique qu'on entendait souvent et que j'ai entendue sur tout ce que nous faisons en matière de développement durable. Nous faisons beaucoup de choses, mais il était parfois compliqué ou difficile d'en avoir une vision globale et surtout de quantifier les effets de nos politiques. Donc cet outil nous a permis d'avoir une première évaluation de ce que nous faisions et de nos marges de progression. Et c'est aussi un outil de suivi qui nous permettra, comme l'a dit Madame Coville, tous les ans de voir comment nous pouvons encore nous améliorer dans les politiques publiques mises en place. Voilà, donc ça c'est une bonne chose. Et le fait de s'inscrire dans cette démarche, même si elle est effectivement chronophage pour les services, bien sûr pour les services du développement durable, aussi pour tous les autres services, comme vous l'avez très bien dit Madame Coville, parce que tout le monde s'est intégré dans cette démarche-là. C'est quelque chose que nous faisons, encore une fois, sur la base du volontariat, parce que nous savons que ça nous aidera à nous améliorer encore. Voilà. Merci Madame le maire. Le plan d'action a été, juste pour mémoire, le plan d'action a été adopté à l'unanimité au conseil municipal du 3 février et naturellement vous trouverez tous les éléments sur l'excellent Info Levallois et sur l'excellent site de la ville. Vous trouverez tous les éléments de ce plan d'action et du suivi que l'on pourra mener. Alors, je reviens plus spécifiquement sur le rapport d'activité des actions en développement durable. Et la première action concerne la gouvernance. La gouvernance qui est au service de la transition écologique. La gouvernance n'a de sens que si on l'applique pour quelque chose de concret. Cette stratégie de transition écologique, ça nous permet une évaluation. J'insiste beaucoup sur l'évaluation parce que, comme vous l'avez dit, Madame le maire, on en a besoin pour pouvoir mieux cibler nos actions et avoir d'ailleurs un débat d'orientation budgétaire avec les services financiers tout à fait constructif. On a besoin d'évaluation. Et je voudrais juste rajouter que c'est aussi un investissement pour l'avenir. C'est-à-dire qu'il faut voir tous les sujets que nous abordons comme un investissement, plus que comme un coût, mais ça aussi, c'est une discussion que l'on pourra avoir à l'occasion du budget. Nos efforts ont porté sur renforcer les outils. Quels sont les outils d'évaluation? Il y a évidemment TED, on vient d'en parler. Il y a aussi évidemment le budget vert, qui est très important, parce que c'est tous nos investissements
qui sont concernés, et c'est aussi le guide Habitat durable. Le guide Habitat durable, il mérite d'être mentionné, on n'en parle pas beaucoup, il a été fait sous la houlette du développement durable et de l'urbanisme, et dès maintenant, alors que le guide a été réalisé il y a à peu près un an, à peine, il y a un an, nous avons déjà maintenant 327 logements en cours de certification HQE, rien que pour 2025, grâce aux incitations de la ville, et nous avons aussi un outil de discussion avec tout ce qui est promoteur immobilier et tous ceux qui veulent faire des réalisations à Levallois, parce que nous pouvons, même si c'est pas, si c'est un document qui reste facultatif, mais néanmoins c'est un guide qui nous permet d'avoir des discussions très précises avec tous ceux qui veulent réaliser, et notamment qui contribueraient à ce qu'on ne souhaite pas forcément, c'est-à-dire une densification de la ville. C'est aussi une coopération renforcée avec les acteurs institutionnels. Je vais en nommer 4 parce qu'on les connaît, mais il y a la MGP, le département, la région, POLD. Et puis, je vais citer un petit outil qui n'est pas négligeable, qui s'appelle le Curious Lab. D'abord, j'aime bien le mot Curious Lab. C'est des jeunes d'université qui sont à la disposition des collectivités pour émettre des propositions. C'est toujours intéressant d'entendre les jeunes ingénieurs qui terminent leurs études pour voir ce qu'on peut faire ensemble avec eux. Et ils ont fait des propositions, notamment sur le bruit en ville. Je rappelle que c'est quand même un sujet qui visiblement intéresse tous les Levalloisiens. Et sur le bruit en ville, ils nous ont fait des propositions intéressantes. On les a reçues avec Madame le maire. Et nous mettrons en œuvre leurs propositions en 2026. Mais la coopération, c'est aussi avec les acteurs privés. Un petit exemple qui ne figure pas forcément dans le rapport, mais qui pour moi est significatif, nous avons un accord avec le cinéma Pathé, parce que Pathé est prêt à mettre à disposition des salles, notamment aux établissements scolaires, pour diffuser des films sur la transition écologique. Vous savez comme moi que l'image et le cinéma, c'est un outil très important pour sensibiliser et développer toutes ces idées. Donc je pense qu'on aura un beau partenariat avec Pathé dans les années à venir. Et puis, dernier point, mais pas des moindres, l'engagement de plus en plus fort des agents. Et alors là, je tiens à remercier la Direction générale des services, qui a été une force de mobilisation pour tous les agents de plus en plus importante depuis maintenant quelques années. Je rappelle, 60 cadres de direction ont été formés à la transition écologique, à la fresque du climat, aux ateliers d'automne, aux économies d'énergie. Et maintenant, certaines formations commencent à être mises en place sur l'usage raisonné du numérique. C'est un sujet très important pour l'avenir. Et ces formations ont commencé. Ce sont des sujets d'ailleurs sur lesquels les collectivités ont besoin de compétences. Donc je suis très heureuse de voir le numérique rentrer dans le dispositif. Et puis un petit nouveau que je me fais un plaisir d'annoncer ce soir, un petit nouveau dans l'engagement, c'est le LSC. Le LSC a décidé de démarrer une démarche d'audit environnemental avec une association fort sympathique qui s'appelle Fair Play for Planet et qui va accompagner les structures sportives dans une évaluation de démarches environnementales. Bienvenue au petit nouveau dans les collaborations avec les différents partenaires. Je ne sais pas sans fierté que je peux dire, après les éco-commerçants, le club des entreprises éco-responsables, et bien maintenant nous avons les éco-sportifs. Inutile de vous dire que je m'en réjouis. Je crois que j'ai à peu près tout dit sur la gouvernance. Je voulais passer maintenant au slide sur la nature en ville, cadre de vie apaisé et mobilité active. Sur ce sujet, je vais mettre l'accent sur deux sujets, si vous voulez bien. Les faits marquants en 2025. Ceux qui liront le rapport d'Aidé, et vraiment je vous encourage de le faire avant de nous envoyer des lettres pour nous faire part de sujets, ça serait bien. Nous avons organisé ce rapport avec les faits marquants en 2025, les chiffres clés et les perspectives pour 2026. Inutile de vous dire que, comme disent tous les critiques, c'est très facile à lire. Et donc, les faits marquants en 2025 sur les sujets mobilité. L'objectif global, c'est ralentir la circulation et fluidifier le trafic. Je ne vais pas rentrer dans le détail pourquoi on le fait, je crois que ça parle d'eux-mêmes. Améliorer la sécurité des piétons avec des plateaux routiers. Très important de sécuriser les piétons. L'extension de zone 30, vous trouverez tous les chiffres et toutes les cartes dans le rapport d'Aidé. Nous avons aménagé des arceaux vélos
parce que dans la mobilité et la vie apaisée, ça compte. Plus de 70, rien que pour cette année. 70 arceaux, ça veut dire 140 places supplémentaires. En passant, au total, on en a 1328. Nous avons également, pour les agents des véhicules électriques, ils sont à leur disposition, il y en a 14 maintenant. Je crois que les agents qui veulent encore faire du vélo, j'en connais quelques-uns qui aimeraient bien pouvoir les utiliser, ils sont pour vous. Mais nous avons aussi installé des bornes de recharge pour les véhicules électriques et tout le reste. Je voulais juste citer 2-3 choses un peu marquantes. Le dernier point qui est nouveau, c'est, vous savez qu'on a, on a organisé le stationnement des aires de livraison et nous allons maintenant l'étendre aux arrêts minutes. Il y a un premier arrêt minute qui était déjà sous l'œil vigilant d'un Coco Spot et le premier retour, c'est que nous avons en moyenne 53 minutes de stationnement sur un arrêt minute. Je rappelle qu'en principe, c'est prévu pour 15 minutes. La moyenne, c'est 53 minutes. 20 minutes. Alors, on ne dépasse pas de beaucoup. 53 minutes, 51 minutes le matin et 72 minutes en soirée. Vous voyez que l'intelligence artificielle, ça nous donne des chiffres hyper précis. Donc, comme nous allons étendre les arrêts minutes à la demande de beaucoup de Levalloisiens, je pense qu'on aura la possibilité d'organiser aussi ces stationnements. Je rappelle qu'ils sont quand même faits uniquement pour faciliter la vie des mères de famille qui veulent déposer des enfants, des personnes âgées qui veulent chercher un colis. Ce n'est pas fait pour des livraisons. Le temps le plus long a été 4 heures. Oui, je sais, je dépasse le temps. J'ai presque fini. Oui, c'est comme les aires de livraison, oui, ça dépasse un peu. Les aires de livraison, j'ai dépassé. Oui. Mais c'est intéressant, allez-y, c'est bien. Je continue ou pas? Oui, bon. Oui, bien sûr. Alors, sur les nuisances, le deuxième fait marquant, mais il n'y en a pas beaucoup, je suis à plus de la moitié. Dans les faits marquants pour les nuisances urbaines, moi, je vous ferai le coup, hein, monsieur des Finances. Dans les faits marquants en 2025 de ce qu'on appelle les nuisances urbaines, on s'est penché sur le problème du bruit. Le bruit, c'est quelque chose qui revient dans les courriers des Levalloisiens. Alors, juste, je voulais rappeler ce que nous avons fait pour le bruit. Le Curious Lab nous a fait des propositions et grâce au travail de réflexion, nous avons accepté, nous sommes candidats pour expérimenter des radars anti-bruit proposés par la MGP, la métropole du Grand Paris. Mais sur le sujet, on a fait autre chose aussi. On a 12 000 mètres carrés de nouveaux enrobés silencieux. Merci les services techniques. On prévoit des bennes électriques qui seront beaucoup moins bruyantes que les bennes actuelles. Nous avons également des arrêtés anti-bruit. Je ne veux pas en parler, mais c'est simplement pour montrer que la ville agit. La DPRSE, qui est le département en charge du bruit, a traité 90 dossiers sur les nuisances sonores. Tout le monde est mobilisé sur le sujet. Et donc, il était important qu'on sache à l'occasion de ce rapport développement durable, et ce n'est pas fini, puisque nous allons continuer à travailler pour sensibiliser sur le sujet. Mais moi, j'ai presque fini. La création électrique, Madame Coville, les bennes électriques qui vont venir collecter les ordures ménagères sur le Valois arrivent toutes d'ici la fin du mois de décembre. 1er décembre, mais c'est encore plus tôt que ça. Voilà, donc elles arrivent. Alors quand je dis toutes, c'est toutes à l'exception de celle du verre. Okay, parce que le verre, comme ça fait déjà beaucoup de bruit, ça ne sert à rien de mettre une benne électrique silencieuse pour collecter quelque chose qui fait beaucoup de bruit. Mais pour la collecte des bacs jaunes et des bacs marrons, pour faire simple, ce sera collecté avec des bennes électriques. Voilà. Sans impact, je le dis, sur le prix, puisque nous avons négocié avec le prestataire de Richebourg pour que ces bennes électriques puissent être payées par eux et non pas payées par la ville de Levallois. C'est des bennes toutes neuves que nous aurons et qui tourneront sur la ville. Mais nous avons modifié, vous le savez, la fréquence de la collecte du verre, qui encore une fois est très bruyante, pour qu'elle n'intervienne plus une fois par semaine, mais 2 fois par semaine. Une fois par semaine, mais une fois toutes les 2 semaines, parce qu'on avait regardé, une étude préalable avait été faite sur les tonnages et sur le remplissage de ces bacs de verre, qui étaient très largement sous-remplis au moment où ils étaient collectés, et ce qui a permis de n'avoir pas une collecte par semaine, mais une collecte toutes les 2 semaines. Et pourquoi je parle de ça? Parce que c'est justement cette collecte en moins une fois par semaine qui a permis de dégager des marges de financement à de Richebourg pour investir dans ces nouvelles bennes que nous avons à Levallois. Je ne suis pas sûre qu'il y ait beaucoup d'autres villes dans les Hauts-de-Seine qui ont fait ce gros travail-là, mais je suis vraiment heureuse que nous ayons pu le faire et qu'il arrive enfin à terme aujourd'hui pour qu'on ait
pu avancer sur cette histoire du bruit et de la collecte. Effectivement, les collectes, c'était une source de nuisance importante. Allez-y, Madame Coville, je vous laisse continuer. Je continue juste pour préciser que nous avons deux endroits où nous avons installé des capteurs pour observer le bruit. Donc, il y en a un qui était sur le bruit aérien et l'autre sur le bruit routier. Donc, ça veut dire simplement que nous suivons, celui sur le bruit routier, il est rue Aristide-Briand. Ça veut simplement dire que nous suivons avec attention tout ce sujet lié au bruit en ville. Et les jeunes nous ont proposé de faire un événement de sensibilisation. Je pense qu'on reviendra sur le sujet à cette occasion. Je ne serais pas exhaustif si je ne parlais pas dans la ville apaisée de l'aspect nature en ville. Nous avons maintenant 3 projets de square engagés, ce qui représente plus de 1500 mètres carrés supplémentaires d'espace vert. Ça compte dans une ville apaisée, sans parler des arbres plantés et de tout ce qu'on peut faire pour améliorer la végétalisation, y compris d'ailleurs parfois au détriment de places de stationnement, mais pourquoi pas, il faut savoir un peu évoluer. Le 3e volet, c'est la préservation des ressources et la gestion éco-responsable. Sur ce sujet, la ville est engagée et l'objectif, c'est évidemment une politique d'amélioration continue sur les économies d'énergie. Je vais être un peu moins longue pour vous être plus agréable. Je veux simplement dire que nous avons l'ALEC qui continue à conseiller les particuliers comme la ville sur les économies d'énergie. 82 conseils d'accompagnement réalisés par l'ALEC, qui tient, je le rappelle, tous les mois une permanence ouverte à tous les Levalloisiens. Il suffit de s'inscrire et vous pouvez avoir tous les conseils à titre gracieux par l'ALEC. Sur les énergies renouvelables, ils nous ont aidés aussi, puisque nous avons une étude de solarisation des toitures dans 2 écoles, Alfred de Musset et une crèche, une école Alfred de Musset et une crèche. Si je voulais continuer sur le sujet, je dirais que 81% du parc des bâtiments municipaux sont raccordés au réseau de chaleur urbain et nous avons en 2025 lancé un projet de géothermie, donc nous sommes plutôt très dynamiques et actifs sur le sujet. Je crois que c'était à peu près tout ce que je voulais dire sur le sujet. Il reste un sujet très important dans la préservation et la gestion éco-responsable, c'est la lutte anti-gaspillage. Et sur la lutte, on est heureux de pouvoir annoncer que 59 commerces alimentaires et restaurants sont signataires de la charte anti-gaspillage, ce qui est une augmentation de 66% par rapport à 2024. Et croyez-moi que sur ce sujet, nous n'allons pas nous arrêter. Avec l'équipe développement durable, nous avons beaucoup de projets sur ce sujet. Le dernier volet concerne la participation citoyenne comme vecteur de la transition écologique. J'en ai déjà dit un mot. J'ai déjà dit un mot du CESEL, que je remercie encore une fois publiquement. Nous avons plus de 11 000 visiteurs sur la plateforme Pensons Ensemble Levallois. Je rappelle que cette plateforme, elle est dédiée à la démocratie participative. Plus de 11 000 visiteurs, c'est quand même déjà un joli chiffre. Nous allons continuer les consultations. Nous avons 302 commerces qui ont été labellisés Éco-Défi. Et nous avons 60 enfants de la ruche qui ont participé à la création d'œuvres artistiques lors du Printemps du climat. Je rappelle que nous avons plusieurs événements dans l'année, Printemps du climat et Éco-village dédiés à ces événements et ouverts à tous les Levalloisiens. Et le dernier petit nouveau, c'est Éco-pouce, un nouveau programme en 2026 pour sensibiliser les enfants sur l'année scolaire. Nous avons, je ne sais plus combien d'écoles, mais un nombre significatif. Nous avons 5 écoles, ce qui représente 25 classes qui participeront à ce projet Éco-pouce. Je crois que je vais m'arrêter là et je voulais simplement dire un grand merci à tous ceux qui ont permis d'élaborer ce rapport développement durable et je ne peux qu'encourager tous les Levalloisiens à le lire. Je vous remercie de votre attention et vraiment désolée si j'ai été trop longue. Je ne savais pas faire moins. Pourtant, je me suis entraînée, mais je n'ai pas réussi à faire moins. C'est très bien, Madame Coville. Une question de Madame Fondeur, ou des questions, Madame Fondeur. Oui, merci Madame Coville, chers collègues. Alors, même s'il reste du chemin à parcourir, vous connaissez mes positions, vous lisez mes tribunes, j'ai décidé de voir le verre à moitié plein.
Donc, de fait, le rapport développement durable semble avoir trouvé une vitesse de croisière et des projets intéressants voient le jour. J'allais objecter que, comme d'habitude, il manque une feuille de route, des objectifs, des indicateurs de pilotage, mais à vous entendre, ce point serait couvert par la labellisation tête. Ça va nous aider, oui. Pardon? Ça va nous aider? Oui, très bien. Alors, voilà, malheureusement, nous ne pouvons pas en juger avec certitude, car comme à chaque fois, l'information et les données sont distillées au compte-gouttes et on n'a pas eu l'information avant le Conseil, un peu comme pour le bilan carbone l'an dernier. Voilà, j'imagine que ça va être une majorité constructive. Passons. C'était ma petite pique de passage. Elle est très soft, ça me va très bien. En revanche, sur le volet adaptation du rapport, on est loin du compte. Quelques armes, des systèmes anti-moustiques et un plan senior, anti-canicule, mais pas de vrai plan anti-canicule ou inondation pour tous. Pas d'ombrière, ni de brumisateur, pas de refuge climatique si on a besoin de se mettre à l'abri, rien sur les écoles où on peut continuer à enseigner confortablement, rien sur les aménagements des horaires de travail, les tenues des agents qui travaillent en extérieur pour les protéger, etc. Et j'en passe. Pourtant, comme vous avez souvent fait référence au premier rapport du CESEL, il nous pousse à agir dans ce sens. Alors, j'aimerais vous proposer d'accueillir à Levallois la chambre climatique. Peut-être l'avez-vous vu en allant au salon des maires. C'est un camion qui simule la vie en ville à 50 degrés à l'ombre. Je ne sais pas si vous y avez été. Il était stationné au salon des maires. Franchement, même quand on pense savoir, c'est un choc. Les sols sont brûlants, l'asphalte fond, les objets du quotidien, un téléphone, des clés par exemple, nous brûlent les mains. Nous fonctionnons en ralenti, avec un effet sur notre santé, évidemment, mais aussi sur le PIB. Et nos amis à quatre pattes ne peuvent plus marcher sur le bitume à 50 degrés. Croyez-moi, une sensibilisation par le corps vaut mieux que tous les discours. Donc, il y a possibilité de le faire venir et peut-être expérimenter, peut-être mutualiser avec d'autres communes. Et pour en finir, en 2024, il y a eu un énorme travail de mise à jour du plan communal de sauvegarde. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous poser une question. Qui sait ce qu'il contient et qui sait l'appliquer dans le stress d'une situation de crise? Moi. Vous et qui d'autre? Tout le monde? Tout le agents, conseil? Tout le conseil non, pas tout le conseil municipal. Moi, la direction générale et les agents de la DPRSE. Voilà, donc si quelqu'un, un agent d'astreinte est là, enfin si un des élus est d'astreinte, je pense que ce serait pas mal que tout le monde soit formé. C'est ce qui avait été, dans l'échange qu'on a pu avoir, ça faisait partie des choses qui avaient été évoquées. Parce qu'aujourd'hui, la crise elle peut être climatique, sanitaire, géopolitique. Et puis le CESEL également proposait des exercices avec les citoyens. Si oui, sous quelle forme et quand? Je vous remercie. Merci Madame Pondeur pour cette proposition, dont je prends bonne note. Effectivement, notamment le camion, pourquoi pas. Franchement, c'est scotchant. Très bien. Madame Coville, vous voulez ajouter quelque chose? Sur le plan de sauvegarde, il y a des modalités qui ont déjà été mises en place. Le plan de sauvegarde qui permet de mettre en place un système de préalerte. Il y a un certain nombre de moyens concrets qui ont été mis. Le plan de sauvegarde, c'est un document qui ne peut pas être rendu public, c'est une accumulation. En fait, ce qui serait intéressant, et je pense que la DPRSE ne serait pas hostile à ce qu'il y ait quelques opérations, effectivement, pourquoi pas le camion, qui permettent à chacun de se positionner en cas de crise majeure sur le sujet. J'en ai parlé avec la DPRSE et je pense qu'on devrait pouvoir avancer sur cette question. Alors pour être très honnête aussi sur tout ce qui est réserve citoyenne, former les citoyens, etc., on s'était posé la question en lien avec la DPRSE justement de l'utilité d'une réserve citoyenne qui viendrait à nos côtés agir et prendre en compte les Levalloisiens qui en auraient besoin dans un contexte de crise. En fait, dans une ville comme la nôtre, pour être très franche, ça n'a pas d'intérêt. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui 1700 agents, un conseil municipal étoffé, la protection civile qui est là, une police municipale, un commissariat de police municipale, c'est-à-dire que c'est un commissariat de police nationale, c'est tous ces acteurs-là
qui prendront clairement en charge. J'entends ce que vous me dites, Madame Fondeur. Vous, votre idée, c'est plutôt d'informer les Levalloisiens pour savoir quoi faire dans ces périodes-là. Ça, c'est autre chose. Mais en tout cas, sur tout ce qui est réserve citoyenne, dans une ville comme la nôtre, ça a peu d'intérêt, très honnêtement. Parce que ceux qui seront à la manœuvre en cas de crise, ce sera le maire, donc moi, la direction générale, les élus de mes adjoints, protection civile, police municipale, agents de la DPRSE, etc., etc., et tous les agents de bonne volonté qu'on a, qui viennent nous prêter main forte dès qu'on a une situation de crise, comme l'a fait le CCAS la dernière fois quand on a eu un gros incendie rue Parfégence, etc. Merci, merci. Oui, oui, ce sont des choses. On a eu une magnifique présentation du plan communal de sauvegarde. C'est un document qui est exhaustif, conséquent, et si on ne sait pas ce qu'il y a dedans et comment le mettre en œuvre, ça ne se découvre pas en situation de crise. Donc je pense que c'est vraiment nécessaire qu'il y ait plus qu'une personne qui soit en capacité. Non, mais il peut y avoir. Enfin, il y a peut-être des choses que. Un incendie, c'est peut-être plus courant, il y a peut-être d'autres choses qui sont moins courantes. Enfin, je veux dire, voilà, c'est pareil, une inondation, un parking inondé, évacué, comment, est-ce qu'il y a un système d'alerte? Enfin, c'est des choses qui ne sont pas complètement de la science-fiction, on va dire. Non, bien sûr, Crue de la Seine, on l'a eu en 2018. Je vous remercie. Notamment sur l'île de la Jatte. Très bien, je vous remercie. Est-ce qu'il y a d'autres demandes de prise de parole? Il n'y en a pas. Alors, sur cette présentation, c'est un prend-acte. Vous voulez un vote sur le prend-acte? Non, tout va bien. Donc, c'est un prend-acte de cette présentation. Nous enchaînons avec un autre rapport sur la situation, cette fois-ci en matière d'égalité femmes-hommes, que va nous présenter Madame Haddad, adjointe déléguée sur ces sujets-là. Donc, l'égalité femmes-hommes, aussi bien sur ce que fait la ville de Levallois en tant qu'employeur sur le plan RH, mais aussi ce que fait la ville de Levallois vis-à-vis de l'extérieur pour promouvoir cette égalité femmes-hommes au-delà de nos simples problématiques RH. Madame Haddad. Ah pardon, vous aviez le micro, je voulais couper, c'est bon. Merci Madame le maire, bonsoir à tous. Je rappellerai simplement que, vous savez, depuis maintenant plus de 10 ans, puisque ça date de 2014, les collectivités de plus de 20 000 habitants se voient imposer d'établir un rapport entre les hommes et les femmes sur l'égalité hommes-femmes. Donc le rapport que vous avez tous pu consulter dresse un état, un lien comparatif en termes de répartition des agents, titularisation, temps de travail, état d'avancement du plan d'action 2024-2026. Alors, je vais vous résumer les chiffres qui sont, à mon sens, les plus intéressants à retenir. D'abord, la proportion hommes-femmes au sein des agents de la ville. Nous avons 65% de femmes versus 35% d'hommes. Ça fait 1083 femmes sur 1669 agents. Un taux de féminisation majoritaire dans toutes les catégories, A, B et C. Sachant que là où on trouve le plus de femmes, c'est dans la catégorie A. C'est la catégorie des directeurs et des encadrants. 73% de nos agents de catégorie A sont des femmes. Vous verrez également dans ce rapport toutes les formations qui ont été organisées, comme chaque année, en 2025, sur les différents sujets afférents à cette thématique. Alors, j'ai relevé les principales formations. Non-discrimination lors du recrutement pour les chefs de service, avec un nouvel outil d'ailleurs qui fiabilise la gestion des candidatures. Formation sur l'intégration de l'égalité professionnelle dans le management d'équipe. Formation sur la sécurité au travail grâce à Levallois Campus, qu'on remercie. Formation d'ailleurs qui se passe très souvent dans les locaux de la ville. Conciliation entre activités professionnelles et personnelles. Donc vie pro et vie familiale, avec des agents en télétravail supplémentaires en 2025. Formation, évidemment, qui se poursuit en matière de lutte contre les violences, dispensée par le CNFPT. Vous avez des publications sur les figures féminines engagées qui ont été dites. Je n'ai plus de... Ah, voilà. Oui, ça revient.
Le festival Petit Clap, qui a organisé une projection sur un médecin qui soignait les femmes victimes de violences sexuelles au Congo. L'exposition Le Valart sur la représentation du corps féminin dans l'art. Des cycles de débats consacrés aux luttes féminines dans l'histoire. Ça a été présenté au 14e Salon du roman historique. Conférence médiathèque sur les femmes à partir du XVIIe siècle, également présente en 2025. La Levalloisienne qui me tient tant à cœur avec ses 4800 participants, dont une majorité de femmes encore cette année. Toujours sur la politique sportive, la ville, bien évidemment, poursuit son soutien au sport de haut niveau, avec le soutien financier aux Marianne, double championne de France. Il en est de même du soutien de la ville avec tout ce qui est afférent à l'entrepreneuriat féminin. Alors, la journée traditionnelle désormais expérientielle du 12 juin 2025, l'association levalloisienne qui est également aidée par Levallois qui s'appelle Ellitz. Donc, il y en a des dizaines d'autres qui sont répertoriés dans le rapport. Vous avez bien évidemment le partenariat qui se poursuit avec l'Escale Solidarité 92. Je vous rappelle le lieu d'accueil rue Anatole France, qui accueille les femmes victimes de violences. Le chiffre 2025, c'est 11 personnes, 5 femmes et 6 enfants qui bénéficient de ce lieu d'accueil, géré directement par l'Escale, avec les locaux mis à disposition par la ville de Levallois. Voilà, je pense que c'est l'essentiel dans ce rapport, Madame le maire. Très bien. Est-ce qu'il y a des demandes de précision, de prise de parole? Il n'y en a pas. Là aussi, nous prenons acte de cette présentation. Je vous remercie beaucoup, Madame Haddad. Nous passons aux affaires financières, Monsieur Robert, avec d'abord une traditionnelle délibération sur les admissions en non-valeur et créances éteintes, puis ensuite le débat d'orientation budgétaire, qui est la troisième grosse délibération que nous avons inscrite à ce Conseil ce soir. Monsieur Robert, allez-y. Tout à fait. Merci, Madame le maire. Donc, le comptable public nous a transmis le 7 octobre dernier l'état des créances irrécouvrables s'attachant à l'exercice concerné, qui s'élève cette année précisément à 137 827 € et 23 centimes. Ces créances correspondent à des titres de recettes émis par la collectivité sur des exercices clos et que le comptable public se trouve, malgré les diligences opérées par lui-même, dans l'impossibilité de recouvrer. Bon, nous avons pour les admissions en non-valeur 89 970 € et pour les créances éteintes 47 856 €. Voilà. On fera toujours les mêmes montants d'une année sur l'autre. Oui, exactement. Des questions? Il n'y en a pas. Je mets aux voix. Qui est pour? Avis contraire? Abstention? Abstention par là-bas. Ok, je vous remercie. Monsieur Robert, toujours le débat d'orientation budgétaire, avec une présentation très bien faite que vous avez préparée avec les équipes des finances. Très Tout à fait. pédagogique, très bien, très clair. Allez-y. Merci Madame le maire. Donc Madame le maire, mes chers collègues, comme vous le savez tous, le débat d'orientation budgétaire est un exercice imposé par la loi dans un délai de 2 mois précédant l'examen du budget. Budget que je vous présenterai le mois prochain et que nous voterons au prochain conseil municipal le 17 décembre. Alors, très important, on n'est pas sur le budget ce soir, donc Oui, on est sur le pas dans débat des... d'orientation budgétaire, tout Ouais. à fait. Alors en effet, malgré le contexte tant national qu'international particulièrement instable et anxiogène qui s'impose à nous, nous maintenons à Levallois, comme les années passées, le vote du budget avant le début de l'exercice budgétaire et donc avant le début de l'année calendaire. Ceci tout simplement dans le souci d'une pratique de saine gestion à laquelle nous tenons tout particulièrement, Madame le maire, vous et moi. Je vais donc aujourd'hui vous exposer les grandes orientations budgétaires pour l'année 2026. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais remercier chaleureusement l'équipe de la Direction des Finances qui a merveilleusement bien organisé tout le processus budgétaire qui s'est étalé de mi-septembre à mi-novembre. Et je voudrais également remercier tous les services de la ville qui ont participé à cet exercice, un exercice lourd et qui sort des habitudes des services. Un exercice chaque année de plus en plus fluide néanmoins et de plus en plus efficace, avec des remerciements tout particuliers aux services techniques qui ont parfaitement défriché le sujet avec les finances avant nos réunions de validation et au service du développement durable pour son aide sur le budget vert. Alors nous commencerons ce débat d'orientation budgétaire par un point sur le contexte économique et financier. Nous passerons ensuite notamment en revue certains éléments du projet de loi de finances 2026, projet de loi de finances qui, comme vous le savez tous vraisemblablement,
n'est pas voté et dont le volet recettes a été purement et simplement rejeté à la quasi-unanimité par les députés dans la nuit de vendredi à samedi dernier. Ce projet de loi de finances risquant de ne pas trouver d'issue favorable d'ici la fin de l'année, nous nous en tiendrons donc aux hypothèses les plus réalistes actuellement connues en ce qui concerne les finances des collectivités territoriales. Nous poursuivrons avec 3 sujets clés pour la ville. Tout d'abord, la trajectoire financière de notre ville, puis un focus sur l'encours de la dette de la ville, et enfin un point dédié à la masse salariale et aux effectifs des collectivités. Nous achèverons cette présentation avec les grandes orientations budgétaires 2026 pour notre ville, en évoquant en particulier les futures dépenses d'équipement qui font l'objet d'une inscription au budget 2026, et nous parlerons également de la fiscalité locale. Et je terminerai enfin par les grands axes de notre 3e budget vert pour la ville en 2026. Alors, ce débat d'orientation budgétaire est tous les ans l'occasion de passer en revue le contexte législatif national et les dispositions nouvelles impactant les collectivités territoriales issues du projet de loi de finances. Ce n'est une surprise pour personne. L'année 2026 s'annonce à nouveau particulièrement tendue pour les finances de la France, tout particulièrement pour celles des collectivités territoriales. Réduire la dette et le déficit public de la France est devenu une urgence vitale pour notre pays, dette d'ailleurs dont les derniers gouvernements, et en particulier l'ex-premier ministre Bayrou, ont eu l'impudence, pour ne pas dire la malhonnêteté intellectuelle, de rendre les collectivités territoriales en grande partie responsables. Pour que les choses soient claires, je rappellerai simplement ici que la dette des collectivités territoriales représente environ 8% du total de la dette publique, quand la dette de l'État en représente plus de 80%. Dans ces conditions, le nouveau gouvernement n'a eu d'autre choix que d'intervenir en 2026, pour 2026, sous le joug d'une rigueur budgétaire et économique sans précédent, afin d'activer au plus vite tout un arsenal de mesures qui auront un impact concret de réduction, non pas de la dette, mais de l'augmentation de la dette et du déficit public du pays. Et tout cela sous réserve, bien entendu, d'un consensus parlementaire sur le budget. Parmi les principales dispositions qui pourront impacter de manière conséquente la ville de Levallois et les Levalloisiens, et dans l'état actuel de ce que l'on connaît, je citerai 3 points majeurs. Tout d'abord, la version numéro 2 du fonds de réserve, le fameux DILICO, le dispositif de lissage conjoncturel des recettes fiscales des collectivités. Pour faire simple, c'est la même version que la version 1 de 2025, mais en pire. Celui-ci vise les 400 collectivités territoriales dont le budget de fonctionnement est supérieur à 40 millions et dont la ville de Levallois fait bien entendu partie. Ce DILICO, créé à hauteur d'1 milliard par la loi de finances 2025, est prévu d'être doublé à une enveloppe globale de 2 milliards d'euros en 2026. Ensuite, la suppression du fonds de compensation de la TVA pour les dépenses de fonctionnement. Et enfin, une nouvelle hausse de 4 points du taux de cotisation à la CNRACL, la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales. L'ensemble de ces mesures pour l'État doit concourir à réaliser non pas une économie, comme le prétend le gouvernement, mais plutôt une ponction supplémentaire évaluée selon les différentes sources entre 5 et 8 milliards d'euros sur le seul périmètre des collectivités territoriales. Rien qu'à l'échelle de Levallois, l'impact de cet arsenal de mesures assez inédites devait être de l'ordre de 4 millions d'euros pour le fonds de réserve, après avoir déjà lourdement contribué à hauteur de 3,2 millions cette année, en 2025, 900 000 euros au titre de la deuxième hausse du taux de CNRACL et un demi-million d'euros au titre de la suppression du FCTVA en fonctionnement, soit une nouvelle ardoise très salée d'environ 5,4 millions 100 000 euros pour la ville de Levallois pour l'année 2026. Ça, c'est vraiment le slide le plus important pour moi. C'est vraiment toutes les ponctions supplémentaires que va subir la ville de Levallois l'année prochaine, uniquement en raison de décisions de l'État. Soit des ponctions directes, comme le fameux DILICO, c'est le point numéro 1 dont a parlé Frédéric. Le DILICO, c'est ce fameux fonds qui était censé être très exceptionnel l'année dernière et qu'en fait est totalement pérenne et qu'à mon avis, on va retrouver tous les ans, ad vitam aeternam. Donc ça, c'est moins 4 millions d'euros qui sont directement ponctionnés sur les finances de la ville de Levallois. Le deuxième, c'est effectivement la hausse
du taux de CN, je sais pas quoi. Bon, en gros, on va devoir payer davantage ou verser davantage pour pouvoir payer nos agents sans que ça leur profite énormément d'ailleurs. Merci, on est bien en France. Et l'éligibilité FCTVA fonctionnement, où là aussi, c'est combien perdre à la ville environ 1,5 million de recettes de fonctionnement. Donc tout ça, c'est des décisions sur lesquelles on n'a aucune prise, que nous subissons et qui se traduisent in fine par plus de 5 millions d'euros en moins dans les caisses de la ville de Levallois. Voilà. Et tout ça, ce ne sont que des estimations, parce qu'encore faut-il qu'une loi de finances soit votée. Bien sûr. Mais en tout cas, quand on fait un petit retour en arrière, on comprend bien que ça ne risque pas de s'améliorer. Quand on regarde en 2014, j'ai fait ce petit travail-là tout à l'heure avec les équipes des finances, 2014, la ville de Levallois était ponctionnée à hauteur de 6,1 millions. Okay, ça, c'est en dehors de ce petit illico de 4 millions, ça c'est encore en plus. Donc la péréquation en 2014, c'était 6,1 millions. La DGF, c'est-à-dire c'est l'inverse, la DGF c'est ce que l'État nous donne pour nous permettre d'assurer nos missions. La DGF en 2014, elle était de 43 millions d'euros. Okay, 43 millions d'euros qui nous a été versés par l'État. 10 ans plus tard, en 2024, cette DGF de 43 millions d'euros, elle est devenue zéro. C'est-à-dire que là où l'État, il y a 10 ans, nous donnait 43 millions d'euros, l'État nous donne aujourd'hui zéro, pour exactement le même champ de compétences qui nous sont délégués. On est bien d'accord, c'est-à-dire que l'État ne nous a pas retiré des compétences qu'il prend lui-même en direct, c'est même plutôt l'inverse, effectivement, il nous a donné des compétences supplémentaires avec beaucoup d'argent en moins. Sur la péréquation, même mouvement, 6 millions en 2014, en 2024, on était à 22 millions d'euros que l'État nous prélevait. Okay, 6 millions, on passe à 22 millions. Ça, c'était avant la nouvelle QPC qui nous a rebaissé un tout petit peu notre péréquation, mais aujourd'hui, notre péréquation en 2025, elle est de 15,6 millions d'euros. C'est 4 fois plus qu'en 2014. Donc l'État nous ponctionne 4 fois plus qu'en 2014, hors petit fonds supplémentaire qui était censé être ponctuel, mais qui est effectivement finalement complètement pérenne, le 3,2 millions qui devient 4 millions cette année. Donc cette année, en 2025, ça a été donc 15 millions d'euros de péréquation, 3,2 millions de d'illico. On est à 18,8 millions prélevés dans les caisses de la ville. Et 43 millions en moins. Donc en fait, le travail qu'on fait aujourd'hui par rapport à ce qui pouvait être fait il y a 10 ans, il est quand même rendu autrement plus compliqué que ce qu'on avait les moyens de faire il y a 10 ans. Et pourtant, vous le direz, Monsieur Robert, la situation des finances de la ville s'est améliorée. Tout à fait. Paradoxe, je ne crois pas. Travail. Je vous laisse continuer. Avant tout. Donc après ces merveilleuses nouvelles qui nous viennent de l'État, on passe maintenant à quelques éléments et chiffres clés pour la ville. Comme vous le voyez sur le graphique actuellement à l'écran, malgré le contexte économique national extrêmement dégradé, nous n'en conservons pas moins la maîtrise de nos dépenses et surtout notre capacité à maintenir un bon niveau d'autofinancement. Et cela malgré une diminution constatée de nos recettes de fonctionnement, comme Madame le maire vient de l'expliquer pour certains points. Pour le détail, je vous renvoie, mes chers collègues, aux données chiffrées exposées au sein du rapport d'orientation budgétaire que vous avez tous reçu. Cette bonne maîtrise de nos dépenses nous permet de garder une capacité d'autofinancement brut relativement satisfaisante, estimée pour 2026 à environ 21 millions d'euros. Et je précise également que la baisse qu'on peut voir entre 2024 et 2025 tient aux mesures exceptionnelles nationales que nous avons, avec Madame le maire, exposées précédemment. Ainsi, malgré les nouveaux coûts estimés du projet de loi de finances 2026, mais aussi malgré la hausse incompressible de nombreux postes de dépenses, tels que le coût de l'énergie ou l'évolution naturelle de la masse salariale, nous n'anticipons aucun effet ciseau sur 2026, ni sur 2027 d'ailleurs, et prévoyons un budget toujours empreint de réalisme et d'ambition. Ce résultat a été rendu notamment possible par le travail et la rigueur de tous les services de la ville, que je remercie à nouveau bien sincèrement. Alors, très bien, celle-là aussi. Écoutez bien, oui, très bien. Un autre sujet phare à Levallois. Nous allons maintenant aborder le sujet de la dette de la ville. Donc vous avez à l'écran les principaux indicateurs extrapolés au 31 décembre 2025 comparativement à fin 2024. Nous passerons donc de 280 millions de stock de dette à fin 2024 à 272,2 millions en cette fin d'année 2025, soit une diminution de 7,8 millions d'euros, tout en ayant souscrit en avril et en octobre 2025 deux nouveaux emprunts pour un total de 17 millions d'euros.
Je vous rappelle que notre budget 2025 prévoyait une enveloppe d'emprunt jusqu'à 25 millions. Nous avons réussi à souscrire 8 millions de moins que ce que nous avions prévu au budget, ce qui est donc une excellente nouvelle, tout en réalisant tous les projets que nous avions envisagés au budget. Vous savez, là encore, tous les détails relatifs à la dette ainsi que les caractéristiques financières au sein du rapport d'orientation budgétaire. Mais je voudrais également souligner que la ville de Levallois s'est vue remettre mardi dernier, lors du Salon des maires, Madame le maire en a parlé tout à l'heure, un trophée par l'un de nos fidèles partenaires, la Banque Postale, et ce au titre de la souscription d'un prêt social dédié au financement d'une partie du projet phare de rénovation du groupe scolaire Anatole France. Je vous rappellerai également que le prêt vert que nous avons souscrit auprès d'Arkea Bank au début de ce mandat a vu son taux de nouveau abaissé au cours de cette année à 0,64% contre 0,80 auparavant, en raison ou grâce à la politique RSE de la ville qui est plus qu'engagée. Et enfin, comme ces 2 dernières années, les partenaires bancaires reviennent courtiser Levallois afin de nous offrir leurs services et leurs prêts, ce qui n'était pas le cas, loin de là, à la fin du mandat précédent et lors de notre arrivée. C'est-à-dire qu'on ne prêtait plus à la ville de Levallois Voilà. En 2019. Et la ville de Levallois était obligée d'aller chercher des financements parfois à l'étranger parce que les banques françaises ne voulaient plus prêter à la ville de Levallois. Or, vous noterez également une diminution sensible du niveau moyen de nos emprunts entre 2025 entre 2024 et 2025, qui passe de 2,88% à 2,62%, soit une baisse non négligeable de 26 points de base. Enfin, pour terminer sur ce chapitre de la dette de la ville et en ce dernier débat d'orientation budgétaire du mandat, voici un petit résumé de l'évolution de la dette sur les 6 années qui viennent de s'écouler. Entre 2020 et aujourd'hui, nous aurons diminué le stock de dette de 312 à 272 millions d'euros, c'est-à-dire une baisse de 40 millions d'euros ou de 13%, tout en ayant réalisé dans le même laps de temps des grands projets d'investissement pour l'avenir de notre ville à hauteur de près de 100 millions d'euros, dont les 2 plus emblématiques sont les premières phases de la rénovation du groupe scolaire Anatole France pour environ 40 millions et l'acquisition et l'aménagement de l'immeuble de la rue de Vatimesnil pour environ 36 millions d'euros pour y loger les services techniques de la ville, mais aussi le service informatique et d'autres services de la ville. Opération, je vous le rappelle, qui nous permet d'économiser plus d'1 million d'euros de frais de location tous les ans. Mais il y a aussi d'autres projets importants qui ont été réalisés au cours de ces 6 dernières années. La création de la nouvelle crèche Vergniaud, dans un quartier qui en manquait cruellement, l'acquisition et l'aménagement du nouveau poste de police municipale, l'aménagement, l'embellissement et le verdissement de la plage Jean Zay, la rénovation du stade de football Didier Drogba, le bassin écologique du parc de la Planchette ou la création et l'aménagement de la petite maison des familles. En conclusion, sur ce sujet de l'encours de la dette, oui, il est possible d'investir pour l'avenir tout en diminuant la dette. Nous l'avons prouvé ici à Levallois pendant ce mandat. C'est juste une question de courage politique et de volonté. Très bien. Ça, vraiment, j'insiste sur ce slide-là qui est vraiment capital. L'encours de la dette en début de mandat, c'était 312 millions d'euros. J'invite les petits nouveaux à prendre des notes. 312 millions d'euros en début de mandat. Aujourd'hui, à la fin de l'année 2025, ce sera 272,2 millions d'euros, soit 40 millions en moins. La ville sera pour 40 millions d'euros en moins endettée qu'elle ne l'était en début de mandat, tout en ayant continué à investir. C'est-à-dire qu'on n'a pas fait du tout un mandat blanc où on a arrêté d'investir complètement. On a continué à investir énormément, avec les 2 exemples emblématiques qu'a donné Frédéric. L'achat des locaux de Vatimesnil, 30 millions d'euros pour y loger nos services techniques et arrêter de payer des loyers chaque année. Et l'école Anatole France, projet en sommeil parce qu'on n'arrivait pas à le mener à bien jusqu'alors, qui a été remis dans les tuyaux, amélioré grandement et qui est budgété pour 40 millions d'euros. Voilà. Et alors ces chiffres-là, parce que moi je veux bien qu'on me dise que les chiffres, c'est pas ça, c'est les chiffres de la direction des finances. Donc vous pouvez me traiter de menteuse, moi autant que vous le voulez, il n'y a pas de problème. Mais ces chiffres-là, je parle sous le contrôle de ma DGA en charge des finances, ce sont les chiffres de la direction générale des finances, qui ne souffrent donc aucune contestation. Tout à fait. Et tous les chiffres l'administration n'est pas là pour faire de la politique avec nous, l'administration est là pour nous dire ce qu'il en est et où en sont les projets et quels sont les chiffres au moment où nous les demandons.
Voilà. Alors, Allez-y, monsieur Robert. Je vais terminer sur la dette, mais maintenant sur les perspectives de l'annuité de celle-ci pour 2026. Et là encore, une bonne nouvelle pour 2026, parce que l'élément principal à retenir sur cette diapositive est la baisse significative des intérêts de la dette. Ceci devrait passer sous le seuil des 7 millions annuels l'année prochaine. C'est la preuve irréfutable que souscrire ponctuellement de la dette à taux variable pour assouplir l'encours n'est absolument pas incompatible avec une optimisation et une diminution du coût global des intérêts. Cette diminution attendue s'explique notamment, comme vous pouvez le lire à l'écran, par l'arrivée à échéance de 3 anciens prêts, dont un à taux fixe très élevé à 4,74%. Et cette diminution conforte également nos choix de début de mandat lorsque nous avons, sur les excellents conseils de notre directrice générale adjointe en charge des finances et notre directeur des finances, souscrit des sommes importantes à des taux particulièrement bas, inférieurs à 1% pour certains de ces prêts, pour réaliser certaines de nos plus grosses opérations d'investissement du début de mandat. Abordons maintenant la masse salariale et les effectifs de la ville. Tout d'abord, les effectifs. Comme vous le voyez à l'écran, au 31 décembre 2024, l'effectif total de notre collectivité est globalement inchangé par rapport au 31 décembre 2023, 1756 agents contre 1750 auparavant, avec une répartition entre 1171 fonctionnaires titulaires et 585 contractuels. Nous devrions terminer l'année 2025 toujours au même niveau que fin 2024, et nous prévoyons de rester à un niveau tout à fait équivalent sur l'année 2026. En termes budgétaires, maintenant, la masse salariale pour 2025 avait été budgétée à hauteur de 85,4 millions d'euros et nous devrions terminer l'année à un niveau légèrement inférieur à cette estimation. Pour 2026, nous prévoyons un montant total de 86,6 millions. Les évolutions haussières constatées entre 2023 et 2024, ainsi que les projections d'augmentation pour 2025, sont intégralement détaillées et expliquées au sein du rapport d'orientation budgétaire. Et pour 2026, l'augmentation estimée s'explique très largement par la répercussion de la nouvelle et deuxième hausse de 4 points du taux de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales. Alors passons maintenant à nos dépenses d'équipement pour 2026. En 2026, nous allons prévoir un total de plus de 47 millions de nouvelles dépenses d'équipement que nous inscrirons au budget. Pour ne citer que les principaux postes de dépenses, nous retrouvons plus de 20 millions de dépenses consacrées à la poursuite de notre grand projet d'extension et de réhabilitation du groupe scolaire Anatole France, mais également 1,2 million exclusivement dédiés à nos espaces verts, Madame, ma chère collègue du développement durable, afin de poursuivre l'entretien de nos parcs et squares, ainsi que quelques projets de végétalisation. Également, de nombreux projets de voirie seront menés pour un total d'environ 4,5 millions, et enfin une masse de 11 millions dédiés à l'entretien et à l'embellissement des pas moins de 145 équipements et bâtiments municipaux dont les services techniques de la ville s'occupent au quotidien. Alors, la fiscalité locale. En début de mandat, nous nous étions engagés, avec Madame le maire, à ne pas augmenter la fiscalité locale, c'est-à-dire à ne pas augmenter les taux de taxes foncières, puisque la taxe foncière est la dernière grande taxe restant à la main des communes. Ainsi, jusqu'au bout de cette première mandature, les taux de fiscalité de la ville de Levallois demeureront inchangés et maintenus à leur niveau d'origine en 2019, soit 22,93% pour le taux de foncier bâti, 34,96% pour le taux de foncier non bâti et 19,33% pour le taux de taxe d'habitation sur la résidence secondaire. Ça alors. Nous n'avons pas bougé, et donc non, monsieur Messatfa, contrairement à ce que vous écrivez dans votre tract que j'ai ici. Non mais alors, stop, je vous arrête tout de suite, monsieur Robert. Monsieur Messatfa est bien plus intelligent que ça. Monsieur Messatfa n'a pas écrit que la ville de Levallois avait augmenté les impôts. Monsieur Messatfa a écrit que les impôts avaient augmenté de 18%. En laissant croire et sous-entendre que c'était de la faute du maire et la vôtre par la même occasion. Mais c'est exactement ce que je souhaitais dire, madame le maire. C'est plus de la grosse mauvaise foi. C'est de la grosse ficelle. Voilà. Et donc, non. Et on est en campagne, alors voilà. La taxe foncière. Ils sont un peu grossiers, quoi. Sinon, c'est pas rigolo. Ne sous-estimez pas l'intelligence de M. Messatfa. Absolument pas augmenté de 18% sur le mandat.
Et pour que les choses soient bien claires pour tous nos concitoyens et pour les gens ici présents, en particulier les petits nouveaux, je suis allé chercher les explications qui suivent sur le site du ministère de l'Économie. Je pense donc que ces explications sont à peu près fiables. Je cite « Le montant de la taxe foncière est calculé en multipliant la base imposable du bien, c'est-à-dire la valeur locative cadastrale, par les taux d'imposition applicables localement. La valeur locative cadastrale correspond à un loyer annuel théorique que le propriétaire pourrait tirer du bien s'il était loué. Cette valeur est actualisée et revalorisée chaque année. » Fin de citation. Revalorisation, vous l'aurez tous compris, effectuée par les services de la Direction générale des finances publiques, c'est-à-dire par les services du ministère de l'Économie et des Finances, donc par l'État. L'augmentation des bases fiscales n'est donc absolument pas issue d'une décision politique prise à l'échelon local, mais relève d'un spectre national. C'est donc, quoi qu'il arrive, l'intégralité des taxes foncières de France qui progressent chaque année, et ce, pour chaque administré. Alors, bien sûr, si un levier fiscal est activé au sein d'une commune, alors oui, l'effet d'augmentation est très rapidement dopé pour le contribuable, mais il n'en a jamais été le cas, ni même question à Levallois depuis 2020. Jamais Madame le maire ni moi-même n'avons envisagé un seul instant d'augmenter le taux de taxe foncière durant le mandat. Je vous avais d'ailleurs dit, Madame le maire, que si tel était le cas, je démissionnerais. Voilà. Boum. Vous m'avez dit ça? Ah oui. Je ne m'en souviens pas. Oh. Mais bon. Si le montant de taxes foncières perçues par la ville a progressé, cette augmentation ne découle, je le répète, que de l'impact du coefficient national de revalorisation forfaitaire des bases fiscales, décidé et appliqué chaque année par la loi de finances et adossé à l'ISTPH, l'indice des prix à la consommation harmonisé de l'année N-1. Aussi, l'augmentation de la taxe foncière sur laquelle vous avez communiqué, M. Messatfa, est-elle totalement infondée et, disons-le, intellectuellement malhonnête? À croire que faire campagne tout en communiquant avec justesse et transparence n'est pas à la portée de tous et surtout pas la vôtre. Encore faudrait-il s'intéresser et surtout maîtriser les rouages des finances locales ainsi que le contenu annuel des lois de finances votées. Moi, j'ai quand même fait le petit exercice avec la direction des finances. Si la ville de Levallois avait dû augmenter les impôts de 18%, ça aurait été 26 millions d'euros supplémentaires dans les caisses de la ville entre le début du mandat et maintenant. Et on en fait des choses ne avec nous donnez 26 pas millions. de mauvaises idées, Monsieur Messatfa. Ne nous tentez pas. Ne nous tentez pas. Monsieur Nouguier. Pardon, non, pas Monsieur Nouguier, pas Monsieur Robert. Et juste après, c'est pas fini. J'achèverai notre présentation de ce soir sur les orientations budgétaires de l'année 2026 en évoquant le budget vert, devenu un élément traditionnel de notre exercice budgétaire. Nous vous présenterons en effet le 17 décembre prochain, pour la 3e année consécutive, ce budget vert. Comme vous le savez désormais, ce budget vert nous permettra de dresser un état des lieux de l'ensemble des dépenses ayant un impact sur l'environnement. Cet exercice rigoureux, je vous le rappelle, a également pour objectif de mettre en exergue et d'analyser les marges de manœuvre et de progression des dépenses du budget sous le prisme environnemental. Pour ce faire, la ville de Levallois réitère l'exploitation de la seule méthodologie existante et référencée à ce jour en la matière, celle développée par l'I4CE, l'Institut de l'économie pour le climat, association fondée par la Caisse des dépôts et l'Agence française de développement, c'est-à-dire un organisme totalement lié à l'État. La méthode I4CE implique que les dépenses analysées et évaluées d'un point de vue climatique vont l'être au regard d'une grille de classification répartie en 6 classements référencés, allant des dépenses très favorables à dépenses défavorables. Comme l'année passée, les résultats ainsi que la présentation climatique et environnementale du budget primitif 2026 de la ville accompagneront la présentation du budget lors du prochain conseil municipal du 17 décembre. Je vous remercie tous de votre attention et je suis prêt à répondre à vos questions. Très bien, Monsieur Robert, c'était très clair. Merci beaucoup. Monsieur Nouguier. Oui, merci Madame la maire, merci Monsieur l'adjoint pour la présentation de ce rapport. Je souhaitais revenir sur 2 points de cette présentation. En premier, vous avez eu quand même une charge relativement appuyée contre l'État et la charge qui pèse sur les collectivités locales. Il me semble que vous faites partie des Républicains, il me semble que vous faites partie globalement de la droite, et donc que vous avez voté ces plans et ces projets de loi l'an dernier de finances. Donc,
les C'était Républicains, un peu il me chaotique semble... quand même. Moi, je veux bien qu'on parle du projet de loi de finances de l'année dernière, mais c'était quand même un petit peu poussif et chaotique, quoi. Oui, certainement, mais j'aimerais bien aussi ne pas être interrompu dans mon intervention. Merci. Et donc, les Républicains, le dernier slogan, c'était la France des honnêtes gens. Donc voilà, un peu d'honnêteté serait de rappeler que vous avez été partie prenante dans ces choix et de ne pas sans cesse avoir cette position victimaire face à l'État et face à Levallois qui serait une principauté contre l'État. Donc ça, c'était mon premier point. En deuxième point, je voulais revenir sur le rapport et en page 19, il y a une phrase qui m'a interpellé sur la ville qui souhaite poursuivre sa politique de désendettement déjà largement entamée. Alors, on ne va peut-être pas refaire le débat que l'on avait eu l'an dernier sur le point de départ et l'évolution de la dette et de l'encours de la dette sur ce mandat. Encore une fois, je ne suis pas d'accord, ce n'est pas moins 13%, parce qu'il ne faut pas repartir des données d'encours de fin 2019, au moment où vous n'étiez pas élu, mais repartir plutôt de la fin de l'année 2020. Donc, ça serait plutôt à 290 millions. C'était le débat qu'on avait eu l'an dernier, mais ce n'est pas l'objet de ma intervention. On ne va pas être d'accord sur les chiffres. Pour vous, c'est une baisse de l'encours de 13%. Pour moi, c'est une baisse de l'encours de 7%. On va arrondir les angles, on va dire globalement une baisse de 10% de l'encours de la dette sur ce mandat. Alors, moi, personnellement, si je vais voir mon responsable pour dire j'ai bien travaillé, j'ai bien entamé mon travail, j'en ai fait 10%, je ne pense pas qu'il va être très content. Donc, peut-être qu'il y a eu une appréciation différente sur la période. Donc, c'est peut-être ça ma question. Sur quelle période vous vous basez pour dire que la politique de désendettement est déjà largement entamée? Alors, je me base là-dessus, Monsieur Nouguier, parce que déjà, on ne part pas des mêmes chiffres. Soit on compare, on revient au débat de l'an dernier, mais on compare fin 2019 à fin 2025 ou fin 2020 à fin 2026. Voilà. Mais grosso modo, la baisse sera à peu près la même. Premier point. Deuxième point, comme je l'ai répété pendant 6 ans, une ville qui n'investit pas est une ville qui meurt. Et donc, si vous investissez, en règle générale, vous empruntez. Voilà. Ou alors, l'important étant... Ou alors, il faut augmenter les impôts. Ou alors, vous augmentez les impôts, tout à fait. Dans le cas présent, on préfère emprunter. Et vous empruntez, généralement, moins que vous n'allez rembourser sur la même année. C'est ce qu'on s'est efforcé de faire régulièrement. Nulle part, vous dites qu'on a baissé que de 10% l'encours de dette. Nulle part, nous n'avons écrit qu'on voulait être à 0 là. Donc, on a baissé. On continuera à baisser sur le prochain mandat, et puis on baissera petit à petit. Vous avez un certain nombre d'emprunts qui arrivent à échéance plus ou moins important dans le prochain mandat, qui nous permettront également de baisser l'encours de dette régulièrement. Maintenant, vouloir absolument baisser l'encours de dette trop rapidement empêcherait d'investir correctement, empêcherait d'entretenir la ville. D'ailleurs, on le voit un petit peu, au mandat précédent, on n'a pas beaucoup investi, voire pas du tout. On en a payé le résultat sur ce mandat. Parce qu'au mandat précédent, il fallait absolument se désendetter, vu le niveau de dette qu'il y avait en 2014. Madame Fondeur. Juste une question complémentaire. Quel est le niveau de subvention qu'on reçoit, que la ville reçoit? Parce que cette information, on nous dit toujours qu'il y a beaucoup de dépenses supplémentaires dues au fait de l'État, mais l'État nous donne aussi, l'État, la région, le département, quel est le niveau de subvention? Tout à l'heure, on a parlé de 300 000 euros, par exemple, donc tout mis bout à bout. Ce serait intéressant, dans un souci d'honnêteté, d'avoir le pendant en subvention. Alors, les subventions, attention, Madame Fondeur, elles sont très différentes de ce dont je parlais tout à l'heure, qui est la DGF. Une subvention, c'est toujours en pendant avec un projet porté par la commune. Et l'État, la région, le département ne nous en subventionnent qu'une petite partie. Ça, c'est légal, ils ne peuvent pas nous en subventionner 100%, même en s'y mettant tous ensemble. Donc là où on a largement diminué... Alors, on pourrait faire l'exercice d'aller regarder les subventions qui ont été versées par le département, l'État, la région. Je ne suis pas sûre que l'État soit sur le podium.
Non, mais attendez, l'État fait enfin, partie des les régions, c'est quand même des prélèvements qui viennent des mêmes. Enfin, c'est quand même les contribuables qui. Oui, c'est c'est de l'argent du financement public public, quand même, oui, quoi tout à qu'on fait. arrive, enfin, quoi Tout qu'on à en fait. parle. Tout à fait. Enfin, donc voilà, je pense que ce serait intéressant d'avoir un peu cette vision-là. Des subventions versées par les différentes collectivités. Ce sera détaillé Oui, dans le on le budget. verra au budget. Ok, Monsieur Messa, c'est tout, Madame Fondeur. Monsieur Messatfa. Merci Madame le maire. Comme je suis interpellé personnellement, je vais vous répondre avec le plus de clarté possible. Mais d'abord en parlant, suite à la brillante présentation de votre adjoint aux finances, des ratios sur la durée de remboursement de l'épargne. Vous dites que ça va de mieux en mieux. Moi, je pars de vos chiffres. Sur le bilan de mandat, vous aviez un ratio de désendettement, une durée de désendettement en 11 ans. Et là, vous êtes presque à 13. C'est ce que vous venez de nous montrer. Donc, je pars de vos chiffres. Donc, on ne peut pas, peut-être mon intelligence me fait défaut, mais on ne peut pas parler d'amélioration. Et je pense que c'est lié aussi au fait que vous masquez un peu les résultats en parlant d'épargne brute au lieu de parler d'épargne nette. Parce que c'est ça qui permet de juger de la capacité financière d'une municipalité. Et s'agissant des chiffres liés à la fiscalité, moi je ne parle pas des bases, je sais très bien que vous n'avez pas la faculté de jouer sur les bases, mais il existe des collectivités qui, voyant les bases augmentant, se disent que pour aider, pour le pouvoir d'achat de leurs administrés, jouer un peu sur la fiscalité. Et la hausse dont je vous parle, elle est réelle, et les 18% se comptent par rapport à des points, puisqu'on est passé d'une taxe foncière à 19% à 22,3%. Alors oui, vous allez me dire, c'est la compensation départementale qui nous permet d'aller là. Non, mais c'est on pas a la des villes. compensation départementale, c'est la fusion des deux. C'est la fusion des deux liée à la réforme de la On n'a taxe pas d'habitation. augmenté. Bah, La ville n'a pas augmenté son taux. Si, parce que d'autres Non. villes ne l'ont pas Pour le coup, intégré c'est très dans la malhonnête. fiscalité. Ça, Mais il n'y a pour le pas de coup, monsieur malhonnêteté, ça Messatfa, s'appelle la c'est réalité, très mais il n'y a pas de problème, malhonnête. je voulais rétablir ces faits-là. Alors en fait, moi je vais arrêter de vous répondre, Monsieur Messatfa, et j'aimerais laisser la parole à ma directrice générale adjointe en charge des finances, parce que moi, quand je vous réponds, vous L'administration ne fait pas de m'accusez politique, c'est à vous que je parle. Moi, je n'avais pas l'intention de vous embêter, et je voulais vous laisser, mais vous m'attaquez personnellement, je vous réponds. Et de biaiser les chiffres. Donc en fait, je vais laisser la parole à quelqu'un qui sait mieux que moi et mieux que vous Peut-être, répondre. mais vous... Monsieur, madame, il faut appuyer sur le... faut appuyer sur le... et ça va clignoter. Voilà, super. Oui, bonsoir. Alors effectivement, vous avez très justement raison de le rappeler, je ne fais pas de politique. En revanche, je suis experte et spécialiste dans mon domaine technique. Et donc, je me permettrai de vous rappeler que suite effectivement à la réforme de la suppression de la taxe d'habitation sur les résidences principales, toutes les collectivités de France ont vu leur taux de taxe d'habitation ajouté, de taxe foncière, pardon, ajouté à celle du taux de taxe foncière du département. Toutes les collectivités françaises. Et ajouté à cela, il y a eu un mécanisme appelé le coefficient correcteur, qui était justement là pour réduire les inégalités disparates qui sont issues de cette réforme, c'est-à-dire qu'il y avait des communes qui étaient très gagnantes de cette suppression de taxe d'habitation, et d'autres communes, au contraire, qui étaient très perdantes. Le Valois, par exemple, était une commune perdante, puisque nous avons un coefficient correcteur de 1,6 et 12 décimales derrière, dont je vous épargnerai les précisions, qui s'applique pour justement maintenir un niveau de produit fiscal équivalent au produit fiscal de taxe d'habitation en 2020, lorsque ça a été supprimé. Monsieur Messatfa. Je ne dis pas que cette réforme existe, je dis juste qu'il y a certaines villes qui n'ont pas impliqué cette hausse, tout simplement. Non, c'était mécanique. C'était mécanique. Oui, mais on est d'accord qu'en conseil municipal, on aurait pu se dire aussi que le produit fiscal a augmenté à Levallois lié aux bases, et vous l'avez clairement identifié, donc le sujet n'est pas là. Le sujet, il est, est-ce que cette compensation, enfin cette fusion liée à la réforme de la taxe d'habitation, on la prenait en compte, on l'intégrait, ou est-ce qu'on travaillait sur le taux communal et vous n'avez pas voulu jouer sur le taux communal? Ça s'appelle un choix politique et pas technique. C'est tout. Non mais alors, attendez, Monsieur Messatfa, moi je veux bien qu'on explique aux Levalloisiens qu'on va faire baisser le taux communal, on peut même le mettre à zéro. Hein. On peut même le mettre à zéro. Combien en moins dans les caisses de la ville de Levallois? Non, pas faites ce que vous voulez, faites ce que vous pouvez.
Alors que monsieur Messatfa, moi j'adore votre petite campagne Le Levallois de tous les possibles, où vous faites croire aux Levalloisiens qu'on peut tout faire, qu'on va baisser les impôts, qu'on va augmenter les dépenses dans tous les sens, etc. Ça n'existe pas, c'est un mensonge. Et je pense que malheureusement, les Français n'ont plus confiance en les politiques à cause de gens comme vous, qui leur font miroiter n'importe quoi, qui expliquent n'importe quoi, qui disent qu'on va baisser les impôts, que ça va être des millions en moins dans la caisse de la ville, mais qu'en même temps on va faire le parking gratuit, les centres de loisirs au bout du monde, etc. C'est n'importe quoi. Et je crois que malheureusement, heureusement, les Français ont compris que tout ça, ce n'était plus possible. Vous vous réclamez de M. Borloo. Vous avez entendu la dernière intervention de M. Borloo, mais elle est aux antipodes de ce que vous expliquez aujourd'hui, M. Messatfa. Elle est aux antipodes de ce que vous expliquez. M. Borloo a dit en substance, mais tout ça, c'est terminé. On ne peut plus vivre comme ça. Donc arrêtez de faire croire aux Levalloisiens qu'on va pouvoir baisser les impôts drastiquement, qu'on va pouvoir supprimer la taxe de balayage, qu'on va pouvoir mettre toute la cantine à zéro ou je ne sais quoi. C'est un mensonge. Il faut arrêter de prendre les Français pour des crétins. Les Français sont loin d'être crétins. Ils ont compris que la situation était compliquée, qu'il y avait des gens sérieux qui faisaient le maximum pour préserver les intérêts de chacun et pour préserver le pouvoir d'achat des Français. Arrêtez de leur faire croire n'importe quoi. C'est insupportable. Et heureusement, les Français et les Levalloisiens ne s'y tromperont pas. Moi, je veux juste... Et comme je suis une grande démocrate, je vous redonne la parole. Je vous remercie. Ce que je voulais vous dire, c'est que je pense que vous n'avez pas compris mon propos. Je ne dis pas qu'il fallait... Je dis juste qu'il fallait... Non mais c'est pas grave, il fallait aussi juste ne pas caricaturer ce que je disais. Je ne dis pas qu'il faut supprimer, je dis juste que votre présentation est fallacieuse en disant qu'il n'y a pas eu d'augmentation. Et la politique, ce sont des choix. Et quand on fait des choix pour faire une fontaine à 1,8 million d'euros, je me demande, je pense que ça peut être quelque chose qui soit contesté quand on vend 10%... quand on vend les biens municipaux 10% moins cher que la vie des domaines, quand on achète à plus de 10% de la vie des domaines, je pense que oui, il faut faire attention. L'argent magique n'existe pas, mais il y a des questions de choix et il y a aussi des présentations qui méritent d'être éclairées et j'ai souhaité le faire sur la taxe foncière. Je vous remercie. Écoutez, je pense vraiment que les services des finances apprécieront cette intervention. Vraiment, En tout cas, moi, je vous remercie parce que je sais le travail extraordinaire que vous avez fait, chère Julie Chouvinc, avec toutes vos équipes, Vincent Gélini et tous ceux qui travaillent avec vous. Ce n'est pas un travail facile. Merci de l'avoir fait avec beaucoup de sérieux. Et moi, je suis extrêmement heureuse et fière de vous avoir à mes côtés et de vous avoir recruté sur ce début de mandat. Alors, est-ce qu'il y a d'autres demandes de prise de parole dans la même veine ou plus inspirées? Il n'y en a pas. Il y en a pas. Alors, donc là, on est sur un prend-acte, mais l'administration me demande de faire un vote formel sur ce prend-acte. Monsieur Marzeski, c'est ce que vous souhaitez qu'on fasse? Donc, en fait, je vais simplement vous demander de voter sur le fait que nous avons effectivement pris acte. Qui acte le fait que nous avons eu cette communication du débat d'orientation budgétaire? Avis contraire? Abstention? Il n'y en a pas. Bon, c'est un peu... Bon, je suis navrée, c'est un peu absurde, mais c'est comme ça. Alors, on enchaîne avec une délib bien plus classique, l'attribution de subventions aux coopératives scolaires, maternelles et élémentaires pour la réalisation de projets d'action pédagogique. En fait, c'est les écoles et les instituteurs qui ont des projets à mener à bien avec leurs élèves, et la mairie participe à subventionner ces petits projets. Madame Bourdet-Mathis, allez-y. Je vous remercie, Madame le maire. Ce sont des projets élaborés en concertation avec l'Éducation nationale. Ils concernent les écoles maternelles et élémentaires. Ils ont été présentés lors des derniers conseils d'école du premier trimestre devant les représentants des parents d'élèves. Les thèmes sont aussi nombreux qu'intéressants. L'écologie, la danse, la musique, la littérature, le sport et l'égalité homme-femme. Vous aurez remarqué que l'écologie et l'égalité homme-femme font écho aux deux premiers rapports qui ont été présentés par Mesdames Coville et Haddad. Je ne vous ferai pas la liste exhaustive de tous ces projets qui sont très intéressants et vous dire simplement que c'est un budget global de 11 807,64 € pour être très précise.
Alors, j'interviens tout de suite pour dire qu'encore une fois, on ne refuse personne. C'est-à-dire que dès qu'on a une classe qui a un projet, on aide. C'est-à-dire que quand on regarde, on a Saint-Exupéry, Pasteur, Ravel, Charles Perrault, Jules Ferry, Jean de La Fontaine, Françoise Dolto, Buffon et Maurice Ravel. Encore une fois, c'est les projets qui nous ont été soumis et pour lesquels les écoles nous ont demandé un financement. On n'exclut personne dès lors que ce financement nous est demandé. Absolument, Madame le maire. D'ailleurs, je précise que c'est aussi sur présentation et volontariat des enseignants concernés. C'est-à-dire que l'enseignant aussi choisit le programme suivant aussi ses passions et les choix qu'il veut transmettre aux enfants, et d'autres enseignants font voilà, des voyages ou font d'autres programmes pédagogiques. Voilà. Très bien. Ou n'en font pas, ça arrive. Oui, voilà. C'est vrai. Pas d'obligation, pas de difficulté. Je mets aux voix cette délibération qui est pour. Avis contraire, abstention, il n'y en a pas, adopté à l'unanimité. Je vous remercie pour les enfants des écoles. Alors, je vais devoir vous quitter pour quelques délibérations, mais je vais laisser mes adjoints prendre le relais. Madame Bugashki d'abord pour la numéro 7, Madame Deschiens pour la 8, où je serai toujours dehors, la 9 également, la 10 et la 11, Monsieur De Crepes. Monsieur De Crepes, d'ailleurs, je vais vous laisser prendre ma place, comme ça vous passerez la parole avec vos petits camarades. Et moi, je vous retrouve pour la 12. Oh là là. Si vous le voulez bien, bien évidemment. Avec Réguintien, tout ça. Allez. Sachant que y en a, voilà, sur la 7 et 8, il n'y a que moi qui sors, mais sur la 10, je vous laisserai rappeler à vos collègues qui doivent sortir. Je vous donne tout ça. Merci. Hop. Allez, Madame Bugashki, c'est à vous de jouer. Eh oui. Alors, hop là. Et voilà. Merci. Donc, la société Logirep prévoit la construction d'une pension de famille de 29 logements PLAI au 67-69 rue Jean Jaurès. Pour financer cette opération, Logirep sollicite un prêt de 2 358 000 € auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Logirep demande donc à la ville de garantir cet emprunt à hauteur de 100%. En contrepartie de l'octroi de cette garantie d'emprunt, la ville se voit réserver 6 logements. Cette convention de réservation inclut également des droits de réservation de la ville portant sur 3 logements dus en contrepartie de la subvention pour surcharge foncière. La ville bénéficie ainsi de 9 logements. La garantie porte sur la totalité du prêt. Il est proposé d'accorder la garantie d'emprunt à Logirep et d'autoriser Madame le maire ou l'adjoint délégué à signer tout document relatif à cette garantie. Je précise que ce programme est destiné aux personnes en situation d'exclusion sociale, d'isolement et de précarité. La résidence accueillera principalement des personnes seules, fragilisées socialement et économiquement. La moyenne d'âge est de plus de 52 ans, 92% sont seuls, avec une large proportion d'allocataires adultes handicapés. Un accompagnement sur place est prévu par le biais d'un travailleur social ainsi qu'un hôte de maison pour l'animation et les activités collectives. Je vous remercie. Alors, y a-t-il des questions? Pas de questions, monsieur. Non, pas de questions. Merci, chers collègues. Nous allons procéder au vote. Qui est contre? Abstention? La délibération est adoptée à l'unanimité. Merci, chers collègues. Donc, je vais passer la parole à Madame Deschiens, qui va vous présenter 2 délibérations. Et donc, la première concerne la démolition et la reconstruction d'un mur séparatif mitoyen 71 rue Jean Jaurès. Oui, merci beaucoup. Donc, effectivement, dans le cadre des travaux menés par Logirep, nous sommes sur la même parcelle que ce qui vient de nous être présenté par Madame Bugashki. Ils se sont rendus compte que le mur séparatif entre leur parcelle et la mitoyenneté, notamment qui abrite un local de la ville, avait été identifié comme présentant des signes de fragilité. Aussi, Logirep s'est rapproché de la ville pour qu'il soit procédé
à sa démolition puis à sa reconstruction. Il vous est donc proposé aujourd'hui d'approuver cette convention de tour d'échelle qui a pour objet de définir les conditions dans lesquelles la ville autorise la société Logirep ou les entreprises qu'elle aura mandatées donc à intervenir sur ce local pendant toute la durée des travaux. Pour mémoire, nous avions eu ce type de convention à adopter lors des travaux sur la médiathèque Eiffel. Il y avait des travaux d'étanchéité à réaliser en mitoyenneté de la copropriété voisine et nous avions présenté ce même type de convention. Merci Madame Deschiens. Y a-t-il des questions avant que nous votions? Pas de questions, donc je mets cette délibération au vote. Qui est contre? Abstention? Non, c'est un petit jeu. Je changerai pour les prochaines délibérations. Voilà. Abstention, il n'y en a pas. Donc, cette délibération est adoptée à l'unanimité. Merci, chers collègues. Et nous allons passer à la délibération numéro 9. Madame Deschiens, je vous laisse continuer. Merci infiniment. Il s'agit là d'une convention de groupement de commandes entre la ville et le Centre communal d'action sociale pour la passation du marché relatif à la fourniture et à la livraison de produits d'entretien, d'hygiène, de traitement chimique et de petits matériels de nettoyage. Depuis 2022, la ville organise la procédure de mise en concurrence pour ce marché. Ce marché, enfin, les différents lots arriveront à terme le 23 juin prochain. Donc, il y a lieu de relancer la procédure et de rester en convention de groupement de commandes où la ville se propose de demeurer le coordonnateur du dit groupement. Y a-t-il des questions? Donc, non, je mets donc cette délibération aux voix. Attention, qui est pour? Voilà. Abstention? Pas de vote contre. Merci, chers collègues. Alors, nous allons vous présenter deux délibérations. J'aurai le plaisir de vous présenter ces délibérations. Mais avant de vous les présenter, je vais demander, donc Madame le maire est déjà sortie, Madame Deschiens, Monsieur Cavellini, Monsieur Jean-Yves Cavellini, Monsieur Launay, Madame Bugavski et Monsieur Robert. Voilà, ils avaient bien cela en tête. Merci. Alors, il s'agit d'une convention de transfert de maîtrise d'ouvrage au profit de Levallois-Rive de Seine Habitat sur un projet de rénovation d'un immeuble 1 avenue du Général de Gaulle, je crois qu'un immeuble bien connu des Levalloisiens. Effectivement, ce qui vous est proposé donc, dans cette délibération, c'est ce que je viens d'indiquer, mais c'est pour la réalisation d'une ambitieuse rénovation de cet immeuble. Il y avait une première phase de raccordement au réseau de chauffage urbain de cet immeuble et aujourd'hui, c'est une rénovation complète qui est proposée. Donc, avec différents engagements, notamment l'isolation par l'extérieur du bâtiment, la rénovation de l'étanchéité et l'isolation de la toiture, la mise en place d'une ventilation mécanique, etc. Vous trouvez tous les éléments dans le dossier qui vous a été soumis. C'est une opération quand même pour un montant d'1 103 300 €. Voilà, et donc on vous demande d'adopter cette délibération donc, qui vise à confier à Levallois-Rive de Seine Habitat l'ensemble de la réalisation des travaux, sachant que la ville de Levallois et Levallois-Rive de Seine sont propriétaires de cet immeuble. Alors, Monsieur Messatfa. Merci, je voterai pour cette délibération, mais dans un souci de transparence, j'avais deux questions sur l'OPH Rive de Seine.
La première, c'est quand on a voté la fusion des OPH, donc de Puteaux, Courbevoie et de Levallois, et qu'elle est entrée en vigueur le 1er juillet 2022, il était prévu une présidence tournante. Nous avons voté cette gouvernance en conseil municipal de 2 ans. Donc une gouvernance de 2 ans. Donc ça a commencé avec la maire de Puteaux, Madame Sekeldi Reynaud, en juillet 2022. Et aujourd'hui, alors qu'on devait avoir un changement de présidence le 1er juillet 2024, ça ne s'est pas fait. C'est encore elle qui est présidente. Ça fait donc 3 ans et demi. La gouvernance n'est pas respectée comme on l'a voté. Et j'aimerais, savoir pourquoi, parce que moi, je suis un peu inquiet quand on voit le dernier rapport de l'ANCOLS et l'amende qu'on a pu prendre à cause des malversations que l'ANCOL a considérées comme un puceau. Non, mais je finis ma question. Ce n'est pas l'objet de la délibération. Non, mais moi, je pose cette question. Il y a une règle. Vous nous demandez sur une délibération qui est extrêmement claire. Oui, mais vous nous demandez d'être en garantie auprès de Rives de Seine. Donc, pour avoir des garanties, il faut comprendre aussi les problématiques. Vous faites de la politique, vous sortez de cette délibération. Pas du tout. Non, vous sortez de cette délibération. Non, pas du tout. Ce n'est pas l'objet de cette délibération. Je veux pouvoir voter en conscience. Et pour pouvoir voter en conscience sur la base du dossier qui vous a été soumis. Mais il ne tient pas ces éléments et je ne sais pas pourquoi ce qu'on a voté n'est pas respecté. Soit vous parlez de cette délibération, soit vous. Je suis en train d'en parler. Soit vous parlez d'autre chose et je vous coupe la parole. Choisissez. Je suis en train d'en parler. Vous nous demandez. Vous n'en parlez pas, c'est terminé, monsieur Messatfa. Voilà, c'est extrêmement clair. Soit vous parlez de la délibération et vous parlez de l'objet de cette délibération. Si vous parlez d'autre chose, vous nous écrivez, on vous répondra, mais ce n'est pas l'objet de cette délibération. Donc la discussion est close. Nous allons donc maintenant procéder au vote et à l'adoption de cette délibération. Qui est pour? Voilà. Merci. Abstention? Pas de vote contre. Merci, chers collègues. Donc, nous allons passer à une autre délibération. Alors, ça concerne le projet Hutchinson, en tout cas les terrains dit Hutchinson. Donc, il s'agit d'une délibération qui vous demande d'accorder une subvention pour surcharge foncière à Levallois Rives de Seine Habitat sur un programme de 150 logements. L'Office a acheté en état futur d'achèvement 46 logements à destination sociale. Donc le montant de la subvention pour surcharge foncière est de un peu plus de 153 000 €. Voilà, la ville bénéficiera, comme c'est la règle, de 11 logements sociaux, 10 sur le programme et 1 qui sera pris sur le parc immobilier de Levallois Rives de Seine. Vous savez, gestion en stock, gestion en flux. Voilà, on est dans cet esprit et puis ça permettra de diminuer le montant que la ville doit sur le prélèvement SRU. Voilà. Y a-t-il des questions sur la délibération, Madame Fondeur? Non. Je vous prends par surprise, je suis désolée. Pas du tout. On a beaucoup parlé du fait que Levallois arrêtait de densifier, et là on est quand même sur 150 logements, donc c'est quand même une densification conséquente, et je pense qu'il y a d'autres projets dans le quartier qui vont continuer de densifier dans ce sens. Voilà, je voulais juste rappeler ce point. Merci. Merci, Madame Fondeur. On va perdre les permis de construire. Voilà. Y a-t-il d'autres questions? Non. On passe au vote. Je sais pas là. Qui est contre? Abstention? Ok, merci chers collègues. Cette délibération est adoptée à l'unanimité et donc on peut demander à nos collègues qui attendent de bien vouloir revenir.
Et donc, c'est Monsieur Launay qui va intervenir, voilà, sur l'ajustement du tableau des effectifs. Merci, Monsieur de Crepes. Hop, hop, hop. Ça, c'est parfait. Et donc, oui, nous passons aux affaires de personnel avec Monsieur Launay et la mise à jour du tableau des effectifs. Merci, Madame le maire. Bon, mes chers collègues, c'est une délibération pour laquelle vous avez vraiment l'habitude, mais qui a l'intérêt de vous informer sur ce qui est modifié à chaque période. Donc, il s'agit là de mettre à jour 2 créations de postes, 5 transformations de postes, 3 changements d'intitulé de poste, une intégration directe, 2 nouveaux cadres d'emploi. Je voudrais juste, Madame le maire et mes chers collègues, faire une remarque. Je sais, Madame le maire, c'est la transversalité, le fait que le personnel, les agents puissent évoluer. Et depuis le temps que je m'occupe de ça, la grande satisfaction que j'ai, et je remercie tous les services ainsi que le service de la DRH, c'est qu'on voit évoluer pas mal d'agents qui veulent changer, qui veulent évoluer, qui ont cette motivation, et je pense que ça va dans le sens de la qualité du service et de l'amélioration du service qu'on donne aux Levalloisiens. Donc merci à toutes les équipes pour ce point-là. Merci, Madame le maire. Merci, Monsieur Launay. Alors, je me permets d'intervenir sur cette délibération du tableau des effectifs. Cette délibération, rappelez-vous, elle permet de mettre très précisément à jour, de faire correspondre très précisément les agents qui sont dans notre collectivité et ce que nous avons sur le papier, pour le dire comme ça. Et puisque les chiffres, ce sont les chiffres et qu'on ne peut pas faire dire non plus n'importe quoi aux chiffres, j'ai pris un exemple comme ça, un peu au hasard, pour faire une petite comparaison de ce qui se faisait entre 2020 et aujourd'hui, en prenant les policiers municipaux. Alors ces chiffres, encore une fois, c'est pas sorti de ma petite tête à moi toute seule, c'est des chiffres qui ont été pris par la direction de la sécurité publique en lien avec les ressources humaines. Voilà, donc soit c'est le grand complot généralisé au sein de la mairie de Levallois, soit il faut bien en conclure que les chiffres que j'énonce à un moment donné, ce sont les bons. En 2020, on avait 59 postes pourvus de policiers municipaux. C'est-à-dire qu'on avait 59 agents de police municipale qui étaient là, présents, en physique, qu'on pouvait voir sur le terrain. 59 en 2020. En 2025, c'est 69 postes ouverts et pourvus. 59 en 2020, 69 en 2025. Et en 2025, on a donc 69 postes pourvus et même 73 postes budgétaires. C'est-à-dire que en plus de ces 69 postes déjà pourvus, il y a 4 recrutements actuellement en cours et qui pourront avoir lieu puisqu'il y a bien les postes ouverts en face, dont 2 qui devraient arriver là d'ici les prochaines semaines. Voilà. Voilà. Et d'ailleurs, si on reprend les taux de vacances, ça aussi c'est intéressant. En 2020, on avait un taux de vacances, c'est-à-dire des postes non pourvus au sein de la police municipale qui était de 17%. C'est-à-dire qu'on avait 61 postes budgétaires ouverts, 61 postes ouverts, mais on n'avait que 59 policiers municipaux. C'est-à-dire qu'on n'arrivait pas, en 2020, enfin sur les années précédentes, à recruter des policiers municipaux. Parce qu'on avait des postes ouverts, mais qu'on n'arrivait pas à pourvoir. Aujourd'hui, la quasi-totalité des postes ouverts sont pourvus, 69 pourvus sur 73, et il y a 4 recrutements en cours, dont 2 pourraient arriver d'ici les prochaines semaines, d'ici la fin de l'année. Voilà, c'est tout. Voilà, c'était un petit exemple. Ensuite, donc, le tableau des effectifs, je ne sais plus si on l'a voté du coup, non, je vais mettre au voie le tableau des effectifs. Qui est pour? Avis contraire? Abstention, adopté à l'unanimité, formidable. L'actualisation de l'accord collectif relatif au télétravail, Monsieur Launay, où rien ne change, on continue avec les mêmes avantages pour nos agents qui souhaitent faire du télétravail, sauf qu'on encadre un petit peu plus la procédure à réaliser pour pouvoir bénéficier de ce télétravail. Oui. Alors, Madame le maire, merci. La ville a mis en place le télétravail depuis 2016 et actualisé en 2020. Puis nous l'avons renforcé par un accord collectif adopté en 2022. Dans un objectif d'harmonisation et de simplification, la procédure de demande de télétravail a été revue. L'accord collectif a été ajusté pour rester cohérent avec ces évolutions
sans modifier les principes essentiels. C'est cette nouvelle procédure de télétravail accompagnée de son guide actualisé qui est soumis aujourd'hui à votre vote. Voilà, pas de difficulté. Pour les agents, tout reste similaire. Je mets aux voix qui est pour. Avis contraire, abstention, il n'y en a pas, je vous remercie. Alors j'ai demandé à M. Launay et à M. Weiss de ressortir, puisqu'ils représentent la ville de Levallois au CIG, et que cette délibération concerne le CIG et les conventions cadres qui nous lisent au CIG. Prenez votre temps, pas d'accident. Ah, monsieur Weiss, c'est parti par là, très bien. Voilà. Donc on reparle des conventions cadres qui nous lisent au CIG. La convention actuelle prendra fin au 1er janvier 2026. Il convient donc de re-signer ces nouvelles conventions cadres prises par le CIG afin de pouvoir continuer à être accompagné par le CIG. Donc le CIG, le Centre interdépartemental de gestion de la Petite Couronne, qui nous accompagne dans les domaines de la prévention, de la santé et de l'action sociale au travail pour le bien-être de nos agents. Convention précédente qui prend fin au 1er janvier 2026, donc on adopte une nouvelle convention cadre à partir du 1er janvier 2026, donc 3 conventions seulement contre 11 actuellement, rassembleront l'ensemble des missions de prévention, de santé et d'action sociale au travail. L'accès aux prestations est conditionné par la signature de cette convention cadre, et donc c'est ce qui vous est proposé aujourd'hui, de pouvoir me permettre de re-signer cette convention qui, encore une fois, nous permet d'accompagner nos agents sur tout ce qui est prévention, santé et action sociale au travail, conseil, insertion et maintien dans l'emploi, ou encore inspection, ingénierie de la prévention des risques professionnels et ergonomie. Voilà, en gros, le CIG a ces compétences-là en interne, a les compétences humaines en interne, et lorsque nous avons un besoin d'accompagnement d'un agent ou d'une situation, nous faisons appel à eux pour nous accompagner sur ces sujets. Pas de difficulté. Je mets aux voix cette délibération numéro 14 qui est pour. Avis contraire, abstention, il n'y en a pas, adopté à l'unanimité. Je vous remercie pour nos agents. Nous pouvons faire rentrer M. Launay et M. Weiss. On dirait une pièce de théâtre. Entre le valet. Oh, ciel. Allez, nous enchaînons avec les affaires d'ordre général avec Madame Chély, une nouvelle convention de groupement de commandes ville-caisse des écoles pour du matériel à destination des bébés. Merci Madame le maire. Depuis 2022, la ville et la caisse des écoles mutualisent leurs procédures de marché pour l'acquisition de couches et de produits d'hygiène pour enfants. La ville et la caisse des écoles souhaitent poursuivre cette mutualisation et souhaitent y inclure le lait infantile, dont le marché arrive à terme en mai 2026. Il est donc nécessaire d'établir une nouvelle convention pour définir les conditions de fonctionnement de ce nouveau groupement de commandes. Merci Madame le maire. Merci Madame Chély, pas de difficulté. Je mets aux voix qui est pour. Avis contraire, abstention, il n'y en a pas, adopté à l'unanimité. Même chose avec une convention de service d'achat centralisée avec le groupement d'intérêt public RESA pour la fourniture de nos solutions de téléphonie. Monsieur De Crepes. Ah. Ah. Oui, Madame le maire, vous avez tout dit. Donc, en fait, c'est une convention de service d'achat qui a pour objet le marché de téléphonie de la ville. Et donc, plutôt que de lancer nous-mêmes une consultation ou un marché, nous passons par un groupement d'achat, c'est RESA. On a déjà passé plusieurs délibérations en lien avec ce groupement. Ça nous fait gagner du temps administratif. Voilà, on est dans l'efficience, ça compte aussi. Et donc, du coup, voilà. Donc, nous avons choisi de passer par RESA pour attribuer donc, le marché de services voix et données fixes et voix et données mobiles, et qui est 2 lots qui sont attribués donc, à la société Orange. Voilà. Très bien. Pas de difficulté. Du coup, Monsieur Chabaille est sorti pour le PV. Je mets aux voix qui est pour. Ah ben non, Monsieur Chabaille, vous. Non, il ne participe pas au vote, je crois. Vous êtes en NPPV. Ouais. D'accord, pardonnez-moi. Ouais, donc, pardon, ça. Monsieur Chabaille en NPPV. Qui est pour? Avis contraire.
Abstention, il n'y en a pas. Et M. Chabaille en NPPV, pardonnez-moi. Très bien. La numéro 17, un renouvellement de la convention qui nous lie à Levallois Gestion. Vous savez, Levallois Gestion, c'est l'association qui permet à nos associations d'être aidées et accompagnées dans la gestion de leurs comptes. Tout à fait. Oui, donc Levallois Gestion propose aux associations levalloisiennes, en l'occurrence Levallois-Com, Levallois Découverte et le LSC en particulier, un service personnalisé de conseil qui se charge en outre du suivi de la comptabilité, de l'établissement des fiches de paye de ces associations. Et donc, afin de permettre à Levallois Gestion, qui est une société civile, d'exercer pleinement ses missions, la ville lui apporte son soutien en lui allouant divers moyens. L'actuelle convention triennale arrive bientôt à son terme et nous vous proposons donc de renouveler pour 3 ans les termes inchangés de la convention pluriannuelle. Et elle aide notamment donc, le LSC, le Levallois Communication, le Levallois Culture, le Levallois Découverte et je crois la chorale de M. Bardot également. Je crois que c'est tout. Oui, oui. Pas de difficulté. On continue avec le Levallois Gestion. Je mets aux voix qui est pour. Avis contraire, abstention, il n'y en a pas, adopté à l'unanimité, je vous remercie. Même chose pour le renouvellement de la convention qui nous lie avec l'OSMR, c'est notre fanfare. Merci Madame le maire. Écoutez, vous avez tout dit dans le titre. C'est le renouvellement de la convention qui nous lie avec l'OSMR et il n'y a rien qui change par rapport à l'année dernière. Voilà. Enfin, par rapport aux précédentes délibérations. Renouvellement à l'identique pour 3 ans, je crois. Exactement. Très bien, pas de difficulté. Je mets aux voix. Qui est pour? Avis contraire, abstention, il n'y en a pas. Je vous remercie pour eux. Il n'y a donc ni question orale, ni vœu ajouté à ce conseil municipal. Nous avons donc examiné l'ensemble des points inscrits. Le conseil municipal est donc terminé et la séance est levée. Je vous remercie. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour notamment l'adoption du budget.